Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une conférence sur l'art naturaliste imprimé depuis la Renaissance. Donc, je m'appelle Jean-Yves Meunier, je suis entomologiste écologue. Et donc, mon laboratoire, c'est l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, qui est basé à Marseille, mais aussi à Aix et Avignon. Et mon organisme de tutelle, c'est l'Institut de recherche pour le développement, dont le siège est aussi basé à Marseille depuis une dizaine d'années. Donc, en préliminaire, je voudrais dédier cette conférence en fait, au professeur Jean-Antoine Rioux, qui me faisait l'honneur de son amitié, qui est décédé donc, il y a 5 ans, qui était professeur de médecine, entomologiste médical, parasitologue, écologue, botaniste, historien des sciences, un vrai encyclopédiste, quelqu'un qui m'a tiré vers le haut, quelqu'un d'extraordinaire, ancien directeur du Jardin des plantes de Montpellier d'ailleurs, qui est le plus vieux de France, je le rappelle, voulu par Henri IV et créé en 1593, même avant Suite Paris. Et donc, vous regarderez... Ah mince, oui, c'est pas ça. L'ex libris qui mettait dans ses livres avec donc d'Epices Episcopi Habitus, on va en reparler, de Guillaume Rondelet. Voilà. Donc en fait, l'étude de la diversité du monde naturel et sa retranscription par l'image, c'est en gros ce que je vais vous présenter, puisque au cours des siècles, l'histoire naturelle va observer et documenter toutes les composantes du monde minéral, bien sûr, mais aussi vivant, bactérien, fongique, floristique et faunistique. J'ai mis quelques gravures qui représentent un peu ces différents aspects de l'histoire naturelle. Alors, de manière liminaire, évidemment, l'homme n'a pas commencé à dessiner la nature à partir du moment où les livres ont été créés. Bien évidemment, on voit les premières représentations donc de ces félins de la grotte Chauvet en Ardèche. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, avec 447 représentations d'animaux, c'est assez colossal, 14 espèces différentes. On est à moins 37 000 ans, paléolithique supérieur, donc on voit quand même la qualité de représentation de ces félins qui est déjà très très bonne. Évidemment, les rhinocéros de la grotte de Lascaux en Dordogne, la chapelle Sixtine de l'art pariétal, donc là aussi une représentation assez fidèle de ces animaux qui principalement étaient les animaux chassés. Bien sûr, ils ne représentaient pas la nature en général, ils représentaient les animaux qui les intéressaient. Donc on est au paléolithique supérieur, mais c'est moins 20 000 ans. Plus près de nous, donc l'épipaléolithique, moins 14 000 ans, donc Las Cuevas de la Araña, les grottes de l'araignée, à Bicorp, province de Valence, donc, avec une chasse aux chèvres donc, et puis aux autres animaux sauvages. Et une des premières... Ah, oui, c'est pas celui-là. Une des premières représentations d'insectes, en fait, avec la récolte du miel sauvage. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui date un peu les chasseurs de miel en Himalaya, où on les voit avec des lianes monter sur les falaises pour aller récolter le miel. C'est exactement la même chose qui se passe là, sauf que ça date de 14 000 ans, donc avant Jésus-Christ. Donc, le Moyen-Âge, là aussi, les livres apparaissent, ils ne sont pas imprimés, ils sont écrits, ce sont des manuscrits, et ils sont la plupart du temps enluminés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont décorés à la main par des artistes. Donc, on voit notamment cette licorne du XVe siècle. Le fait est qu'il y avait des dents de narval dans les collections à l'époque et on imaginait des animaux fabuleux parce que les Européens ne connaissaient pas cet animal et donc on imaginait les licornes. Et donc en effet, ces animaux, et les dragons, les manticores, les autres monstres divers en fait font intimement partie du bestiaire de l'époque médiévale. Ça côtoie des animaux connus, mais voilà. Donc d'ailleurs on voit bien là, on reconnaît... Bon, là, sans doute un ours, le cerf, un sanglier, mais à côté de ça, il y a la licorne. Donc voilà, tout ça cohabite, le réel et le fantastique ensemble. Donc un autre manuscrit enluminé assez réputé et magnifique, c'est le livre de chasse de Gaston III de Foix-Béarn, Gaston Phébus, donc, qui va représenter en effet, là aussi bien sûr, les animaux domestiques, le cheval, le chien de chasse, et puis voilà, les sangliers qui sont chassés. Donc on est à la fin du XIVe siècle, voilà, encore une planche avec des petits lapinous très gentils et des lièvres, qui font partie bien sûr des animaux chassés de cette époque-là. Là on voit encore une représentation, alors c'est difficile de dire quel est l'animal aquatique qui est chassé, je ne sais pas, ça pourrait être une loutre. Bon, en tout cas, voilà, on voit encore une fois les animaux domestiques et les animaux chassés.
Les fameux livres d'heures, vous en avez peut-être vu certains, hein, notamment les très riches heures du duc de Berry, sont des livres admirables avec ces miniatures. On représente bien sûr le monde rural, ce qui nous entoure, et forcément dans ce monde rural, eh bien, il y a les animaux domestiques hein, qui sont... voilà. Donc on est à la fin du XVe, c'est un livre, en fait c'est une commande royale, hein, et donc ça va être entamé par Paul-Jean et Hermann de Limbourg et achevé au siècle suivant par Jean Colombe. Ça prenait des fois beaucoup de temps pour faire ces ouvrages. Donc on arrive au XVe siècle, c'est les débuts de l'imprimerie et donc les incunables. Alors je précise tout de suite, en fait, les incunables, ce sont les premiers livres imprimés jusqu'à l'année 1500 inclus. Donc ce sont déjà des livres imprimés, mais on les appelle incunables, comme ça, c'est leur particularité. Et à partir de 1501, ça va devenir des livres imprimés. Voilà. Donc Gutenberg va inventer l'imprimerie en 1450. La première Bible en latin est imprimée en 1454, et il faut se rappeler qu'à l'époque, il fallait 3 ans de travail à un moine copiste pour faire une Bible. Donc là, évidemment, on va aller beaucoup plus vite pour diffuser le savoir religieux à l'époque, hein, mais en tout cas le savoir et les textes. Le développement de l'imprimerie va évidemment stimuler l'activité scientifique par la force des choses. Ça va permettre aussi, très modestement au début, mais une démocratisation du savoir, hein, et du livre, bien sûr. Et puis c'est aussi, la Renaissance, une remise en cause des savoirs classiques. C'est-à-dire qu'avant, on répétait les auteurs classiques, Pline, Aristote et ainsi de suite, sans esprit critique, quoi. On répète, on recopie. Le Moyen-Âge, c'est une période un peu obscurantiste. Et là, on va recommencer à observer et vraiment à dire ce qu'on voit, et pas répéter souvent des fables. Dans l'histoire naturelle de Pline, il y a du vrai et il y a beaucoup de fabuleux et qui évidemment n'existent pas. Donc, voilà une des premières encyclopédies d'histoire naturelle éditée par Jacob Medenbach, donc l'Hortus Sanitatis, Johannes de Cuba. En fait, vous savez sans doute que la médecine, la botanique était partie intégrante de la médecine, puisqu'on soignait avec les simples, c'est-à-dire les remèdes simples, hein, qui étaient les plantes. Hein. Dans les monastères, il y avait toujours un jardin des simples qui servait à soigner les hommes. Et donc, l'Hortus Sanitatis, c'est le jardin sanitaire, hein, si on le traduit comme ça. Et donc, eh bien, on voit par exemple la mandragore, alors qui était représentée, la racine avait une forme d'homme, c'est comme ça qu'on la représentait, qui était un peu une panacée pour guérir. Et puis, alors, avec encore du fabuleux, là on voit un corps d'homme avec une tête de chien. Bon, tout ça se mélange avec des animaux comme l'écrevisse qu'on reconnaît, voilà, et puis des animaux, là aussi, plus fabuleux, assez particuliers. Donc, le XVIe siècle, donc ça va être la Renaissance, en tout cas en Italie, elle a commencé au XVe, mais en Europe, et en tout cas en France et dans d'autres pays, ça va être au XVIe siècle. Et donc, encore une fois, la remise en cause des auteurs classiques et des savoirs anciens. On va revenir à l'observation réelle, on va accumuler et classer. La connaissance du vivant va s'intensifier, évidemment. Christophe Colomb va découvrir l'Amérique en 1492. Il va y avoir beaucoup de grands voyages de circumnavigation, hein, pendant le XVIe siècle et après, bien sûr. Et donc, tous ces navigateurs vont rapporter soit des observations, soit même des objets, hein, des plantes, des animaux, des squelettes, et que sais-je. Et donc, il va falloir commencer à classer tout ça parce que le corpus va s'agrandir énormément, bien sûr, par rapport à ce qu'on connaissait à l'époque en France au Moyen-Âge. Et donc, à partir de là, va se développer ces fameux cabinets de curiosité qui sont aussi un instrument de pouvoir, hein. Généralement, bien sûr, ce sont des nobles et des gens très riches. Et cette fascination pour le bizarre avec les naturalia, les mirabilia, les exotica. Donc on a des très beaux cabinets avec des choses qui viennent de très loin. Et c'est vraiment, comme une très belle bibliothèque, c'est un instrument de prestige à l'époque. Et on commence à classer aussi, parce qu'il y a devant ce corpus très important, on commence des classifications, elles sont très empiriques à l'époque. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, les poissons, c'est tout ce qui vit dans la mer, quoi. Voilà. À partir du moment où ça vit dans le même milieu, c'est des poissons. Ou alors ça a la même forme, voilà, les chauves-souris sont des oiseaux, sans doute. Enfin bon, ça vole, donc ce sont des oiseaux. Bon, évidemment, ça va évoluer avec le temps. Alors, je vais quand même un petit peu parler des techniques iconographiques, puisque c'est aussi le but de la conférence. À la base, seule la gravure sur bois donc, est utilisée. Alors c'est la gravure en fait sur bois, sur le bois de fil en fait, et après on va faire le bois debout, donc qui sera plus résistante. Donc les images sont imprimées en même temps que le texte. Quand les typographes mettent leurs lettres, ils mettent aussi les carrés de bois sculptés en même temps et tout est gravé en même temps. Il y a pas, voilà. À partir de 1580, la gravure sur cuivre va donc apparaître et peu à peu remplacer la gravure sur bois. Elle est beaucoup plus chère, mais beaucoup plus fine. Elle va permettre un rendu sans commune mesure avec les gravures sur bois et donc une précision inégalée.
Ça permet aussi aux planches de s'autonomiser, donc on n'est plus obligé de les mettre dans le texte, on peut faire des planches à part entre le texte, et on peut aussi faire des planches dépliantes. On peut imprimer sur une feuille plus grande qu'on va replier et qu'on va relier avec le texte. Donc ça permet aussi, généralement les bois gravés, c'était rarement des très grands bois. D'abord c'était du travail, donc c'était plus petit. Donc cette gravure sur cuivre, elle va vraiment modifier profondément l'art de l'iconographie en sciences naturelles. Un petit glossaire de la gravure, parce que vous verrez, je vous l'ai souvent entouré par des petites ellipses rouges. Au bas des gravures, il y a toujours des petites indications. Donc vous avez déjà Pinx, ça veut dire Pinxit en latin, ça indique le nom du peintre, ou parfois du dessinateur. Généralement, plutôt le dessinateur, on met del, des lignes, des linéavit. Direx ou dir, c'est direxit, c'est le directeur de l'atelier de gravure, qui peut être aussi graveur, généralement il l'est, et il encadre les autres graveurs. Sculpsit, c'est celui qui a fait la gravure. Généralement, voilà, il y a un peintre ou un dessinateur, et le sculpteur, c'est une personne à part qui va graver la planche. Et fec, fecit, ça veut dire faire en latin, ça indique celui qui a fait le dessin ou la gravure. C'est plus général, c'est moins précis que delineavit ou pinxit. Albrecht Dürer, donc au début du XVIe siècle, va être un peintre aussi, mais un graveur de renom. Et donc, vous voyez ce lièvre en 1502, et cette étude d'Épicéa, et donc il représente bien sûr la nature, très finement, c'est vraiment bien représenté. Et là, je vous présente toujours d'Albrecht Dürer ces deux gravures, parce qu'elles vont influencer, et vous le verrez, pendant des fois des siècles, les graveurs et les artistes. Voilà. Donc on voit le Lucan cerf-volant, donc, qui est un insecte qui vit en France, enfin en Europe en général, donc qui est représenté en 1505. Et on voit donc ce rhinocéros, alors j'ai mis asiatique, c'est pas précisé, mais c'est le rhinocéros asiatique. Et vous verrez sur la gravure de Dürer en 1515, vous voyez cette petite corne qu'il a sur le cou, elle n'existe pas en vrai. Les rhinocéros asiatiques n'ont pas des cornes comme ça sur le cou, ils en ont bien sûr sur le nez. Et cette importante cuirasse, alors ce sont des bêtes assez cuirassées, mais pas autant que ça. Et donc retenez bien ces deux images, parce qu'on en reparlera un peu après. On va faire un petit bond en avant, justement pour illustrer ça. J'ai visité tout récemment la Manufacture nationale de céramique à Sèvres. Et quand j'ai vu ce rhinocéros de 1731, vous voyez encore sa petite corne, on voit bien que 200 ans après, le céramiste qui a fait ça, Johann Gottlieb Kirchner, s'est inspiré forcément de la gravure, puisque l'animal n'est pas comme ça naturellement. Et même on voit le carapassonnage de l'animal est tout à fait similaire. Revenons à la Renaissance, au XVIe siècle. Donc Pierre Belon, qui était sartois du Mans, va écrire l'histoire des oiseaux. C'est un des grands premiers traités d'ornithologie. Et c'est surtout une des premières tentatives d'anatomie comparée. On voit donc au-dessus du squelette humain, portrait de l'amas des os humains mis en comparaison de l'anatomie de ceux des oiseaux, faisant que les lettres d'Icelle se rapporteront à celles-ci pour faire apparaître combien l'affinité est grande des uns aux autres. Donc en fait, il compare les os et il voit qu'en fait, en général, les vertébrés, en effet, ont plein d'analogies puisqu'on est tous issus de la même origine, mais à cette époque-là, c'est très novateur, c'est assez extraordinaire. Donc c'est un livre, pour le coup, que je ne possède pas parce que qui est très cher. Voilà. Donc Belon va aussi faire un livre sur les poissons. D'ailleurs, ce sont tous les deux des contemporains, Guillaume Rondelet, Pierre Belon, et vont faire chacun un livre sur les oiseaux et sur les poissons. Et donc, Guillaume Rondelet va être à la faculté de Montpellier. La faculté de médecine est la plus vieille de France aussi. Je vous ai parlé du jardin, mais elle a fêté ses 800 ans, donc il n'y a pas longtemps. Et donc, c'était un copain de fac de Rabelais, par exemple. Vous voyez, ils allaient faire la fête le soir ensemble. Donc, ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, l'histoire entière des poissons, eh bien, en fait, il va représenter... Il était à Montpellier, donc il va à Palavas, qui s'appelait peut-être pas les flots, et donc il va sur les marchés et il voit les poissons et les représente. Donc là, c'est pareil, on n'invente pas, on va voir les choses, on les dessine. Là, c'est une sorte de raie, ils appellent de la ronce, c'est une raie. Bon, on voit de la dorée ou poisson Saint-Pierre, c'est le fameux Saint-Pierre, vous voyez. Peut-être vous connaissez ce poisson avec cette tache, on dit que Saint-Pierre l'a pris, c'est pour ça qu'il garde ces deux taches sur le côté, donc c'est très bien représenté. On est encore en gravure sur bois, mais c'est un poisson tout à fait reconnaissable. Alors, un petit détail, vous voyez, sur la typographie,
là, on n'est plus en poisson, on est en poisson. Bon, en fait, le S c'était fait à la main. Hein. Ils avaient les casses et puis ils composaient à la main. Et des fois, bon, ils faisaient des petites erreurs. Et là, on voit qu'on revient à poisson tout à fait normalement. Le S a été bien à sa place. Bon, là, on est plus sur de l'exotique. Hein, le poisson lune ou mola mola. En latin, mola, c'est la meule. En fait, c'est un poisson qui croît indéfiniment. S'il ne meurt pas, en fait, il peut atteindre des tailles énormes. Et donc, c'est comme une meule, hein, c'est un poisson qui est rond. Et donc, évidemment, ça, ce n'est pas des poissons qu'on trouvait nécessairement en France. Et puis, là, on arrive vers beaucoup plus de surnaturel. Donc, le monstre léonin. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'en marge gauche, il y a donc un petit texte. In 1282, a fish was taken in all respects like a lion and was presented to Pope Martin at Orbent. The fisherman reported that the fish gave many frightened screeches and cries when taken. Ce qu'on pourrait traduire par en 1282, on prit un poisson en tout point semblable à un lion. Il fut présenté au pape Martin à Orbent, et le pêcheur donc rapporta que le poisson avait émis de nombreux cris effrayés et pleurs lorsqu'il fut pêché. Bon, là on voit, bon, évidemment ça n'a pas été écrit au XIIIe siècle, c'est au moins contemporain sinon postérieur, mais c'est marrant de voir comment on pouvait interpréter des choses. Et puis, je vous ai montré l'ex-libris du professeur Rioux. On le retrouve ici, hein, du monstre marin en habit d'évêque et du monstre marin en habit de moine. Donc, tout ça côtoie les poissons qui existent tout à fait, mais il y a un chapitre où on parle des monstres marins, et on est persuadé sans doute que ça vit à l'époque. Hein. Donc, évidemment, c'est une image qui est très souvent reprise de Rondelet, parce qu'elle est très célèbre. Donc, je vous ai parlé des jardins des simples. Hein. Donc, la botanique est très importante à cette époque-là, puisqu'elle sert à guérir. Hein. Et donc, Léonard Fuchs, qui donnera son nom au fuchsia, on dit fuchsia, mais fuchsia, et donc sort son nouvel herbier en 1543, avec une description de toutes les plantes, déjà colorées, hein, donc déjà un travail assez remarquable. Donc, Lilium bulbiferum, le lys à bulbe, hein, donc De Historia Stirpium, 1542. Conrad Gessner, lui, c'est un naturaliste suisse, qui est aussi un très très grand naturaliste de la Renaissance, et donc qui va sortir son Historiae Naturalium 1551-1558 avec bon, des animaux là aussi qui font partie de leur environnement immédiat, des vulpes, le renard, et puis d'autres qui sont déjà beaucoup plus exotiques, même à cette époque-là, hein, le caméléon, le tatou, hein, sont des animaux qui ne vivent pas en Europe, en tout cas pas le caméléon comme ça, et donc voilà, c'est déjà des bêtes qui viennent des pays exotiques et qui sont relativement bien représentées d'ailleurs. Et puis, encore une fois, à côté de ça, eh bien, il y a des draconets, des dragons. Donc, il y a un chapitre qui parle des dragons, et au même titre que les autres animaux. Donc, voilà, alors, des dragons, oui. Bon, avec des ailes, bon, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on revient à la botanique avec l'Histoire générale des plantes de Jacques d'Aléchamps. En fait, il va sortir, c'est vraiment un auteur du XVIe, mais ce livre-là va sortir au XVIIe. Il ne sortira pas de son vivant, il va sortir certains ouvrages, mais celui-là sortira après. Et il faut aussi dire que vous imaginez bien qu'on ne sortait pas des livres comme maintenant toutes les 2 minutes. Donc ces ouvrages de référence servaient des fois pendant des siècles, enfin au moins 1 ou 2 siècles, quoi. Évidemment, il y avait des nouveaux ouvrages, mais souvent on se référait à ces ouvrages-là, donc ils restaient d'actualité pendant longtemps. Les connaissances n'augmentaient pas à la vitesse à laquelle elles augmentent maintenant. Et donc avec souvent des frontispices allégoriques, hein, Semina fortunae geminat cum tempore virtus, la graine de la fortune croît avec la force du temps. Donc voilà. Donc Jacques d'Aléchamps va représenter beaucoup de plantes. Là, je vous ai mis justement ce petit bandeau orné d'une frise avec des rinceaux de feuillage et de fruits, pour dire que l'illustration, naturaliste, elle va même se loger aussi dans des ornementations de frises, pas seulement dans les planches, quoi. Donc on met aussi des éléments d'histoire naturelle. Voilà. On le fait aussi sur les lettrines. Hein, vous les avez vus sur les manuscrits, j'en ai pas trop parlé, mais souvent les premières lettres des paragraphes sont très ornementées, hein, et donc elles sont illustrées, et là aussi avec des décors végétaux, donc du plus bel effet. On a aussi les culs de lampe. Les culs de lampe, en fait, ce sont des petites figurines qui servent à marquer la fin d'un chapitre ou d'un livre, hein, et donc qui sont souvent en forme de pointe comme ça, et donc qui représentent aussi un petit peu voilà, des corbeilles de fruits, des rinceaux de fleurs. Alors, ce qui est marrant dans ces 2 gravures, c'est que le premier, il sort donc du d'Aléchamps, on est donc au XVIIe, enfin en tout cas le livre sort au XVIIe, et ça c'est le dictionnaire économique de Chaumel et qui sort en 1718. Et si vous regardez bien, je ne vous demanderai pas de faire le jeu des 7 erreurs, mais il y a quand même des petites, vous voyez par exemple là ça remonte un peu, alors que là elle descend la feuille. Bon,
Mais on voit bien, là il y a des lettres, il n'y en a pas, mais c'est quasiment le même cul de lampe qui a été repris, regravé forcément, puisqu'il y a des petites variations, mais qui, même un siècle après, le graveur va reprendre le même cul de lampe qui lui avait sans doute plu et donc qui va être regravé. Donc on revient à Daléchan, Nana Fruct ou Yayama, donc vous reconnaîtrez quand même l'ananas. Hein, évidemment, il est représenté, ça reste encore très rare à cette époque-là. On arrive à le reconnaître en fait grâce à ces sortes d'écailles qu'il a. Et puis, bien sûr, le clou de girofle, les épices. Bon, ça, je ne vous apprendrai pas que le marché des épices a été depuis très longtemps, au même titre que la soie, quelque chose de très recherché. Et donc, obtenir des épices, voire même des graines ou des plants pour les mettre dans nos colonies, ça a été un combat terrible. Bon, ça serait une autre histoire à raconter. Donc, le clou de girofle, aussi très important. On s'en servait pour soigner les dents, d'ailleurs. Donc, c'était aussi médicinal, bien sûr, le clou de girofle, avant de le mettre dans la cuisine. Donc, il va représenter la morie, hein, donc le champignon spongieux de Daléchan, donc plus près de nous, et un palmier épineux d'Amérique du Sud. Donc là, typiquement, après tous ces voyages de découverte en Amérique tropicale. On arrive au XVIIe siècle, donc le grand siècle, et la révolution de ce siècle, ça va être l'invention du microscope. Donc, les scientifiques vont pouvoir avoir accès à un monde complètement inconnu jusqu'alors, puisque c'était justement microscopique et on ne pouvait pas le voir à l'œil nu. Les livres de sciences qui sont, comme vous l'avez vu peut-être dans mon expo, majoritairement in folio. Hein. In folio, ça veut dire qu'on crée une feuille de papier, on la plie en deux. Et donc c'est ça, de l'in folio, c'est un feuillet qui est plié en deux. Donc on a 4 faces. Et donc ça reste évidemment l'apanage des nobles et des classes aisées. Ça coûte très cher, et tout simplement parce que la plupart des gens à cette époque-là ne savent pas lire de toute façon. Donc ils n'achètent pas de livres, ils n'en ont pas les moyens, ils ne savent pas lire. Les éditions coloriées existent, on l'a vu, mais elles sont très rares. Les gravures sont majoritairement en noir. Donc ça, c'est un des premiers traités de mycologie, Charles de l'Écluse, qu'on appelait aussi en latin, on latinisait souvent les noms, il s'appelait Clusius. Et donc, en fait, la famille des Clusiacées, pour ceux qui connaissent la botanique, a été dénommée d'après Clusius. Donc, il va faire ce premier traité de mycologie sur les champignons. Donc, on est en 1601, tout début du XVIIe. Jan Johnston, qui est un Hollandais important, donc, qui va sortir son Historie naturaliste à Francfort-sur-le-Main, ou peut-être même allemand d'ailleurs. Et donc, avec, vous voyez, des frontispices, déjà avec des corps de chevaux, des bustes d'hommes. Donc on est déjà, même pour la présentation générale, avec des formes un peu curieuses. Et puis le graveur, en fait, c'est Matthäus Merian. Donc ça sera un grand graveur, un grand miniaturiste, j'en reparlerai un petit peu après. Et donc on voit sur l'autre frontispice, donc Historia Naturalis de Insectis, l'histoire naturelle des insectes, 3e livre, des serpentibus et draconibus, des serpents et des dragons. Donc tout naturellement, on décline, voilà, on ne se pose pas de questions. Donc cum aeneis figuris, ça veut dire avec des figures en... Aeneis c'est le bronze, mais là c'est en cuivre en l'occurrence. Et donc on reconnaît bien sûr le lucan cerf-volant, des animaux tout à fait courants, mais il y a quand même des petits dragons, il y en a un qui est couronné, là voilà, une ruche. Là, je vous en reparlerai, donc c'est un coléoptère qu'on appelle, enfin, son nom c'est Megasoma elephas, donc c'est ce qu'on appelle les rhinocéros, puisque les mâles ont des cornes, donc c'est des dynastes. Donc en même temps des bêtes exotiques réelles, des bêtes locales, et puis des serpents et des dragons, tout ça fait bon ménage et se retrouve ensemble. Donc on voit des représentations des animaux domestiques, les chevaux, les bovidés, qui sont très fidèles, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les montreurs d'ours aussi, ça c'est une gravure qui est très connue du Jan Johnston. Certains hommes passaient comme ça, montraient des ours, ce n'étaient pas vraiment des bêtes exotiques, mais on n'en voyait pas tous les jours évidemment. Là, on est plus dans du tropical, donc l'éléphant. Alors, on ne sait pas trop si c'est un éléphant d'Asie ou d'Afrique, parce que je vous mets au défi de grimper sur un éléphant d'Afrique. Je pense que vous ne resterez pas très longtemps. Alors, c'est possible sur les éléphants d'Asie. Généralement, les éléphants d'Asie ont rarement des si grandes défenses. Bon, de toute façon, c'est souvent dessiné d'après des descriptions, et les gens ne les ont pas vus, ou en tout cas, ils font des montages, des compositions comme ça, donc voilà, sur des animaux qu'ils ne connaissent pas directement. Alors là, on voit des animaux qui pourraient être proches de nous. Par exemple, vous voyez cet élan là, mais on a l'impression qu'on a tourné ses cornes pour faire je ne sais quoi. C'est très marrant. Là,
Donc, Cervus mirabilis, le cerf magnifique, vous voyez, en effet, il a des bois qui arrivent jusqu'à la queue. Et puis, bien sûr, bon, Odager, c'est l'onagre, c'est une sorte d'âne, mais ils ont des cornes. Donc, en fait, à part celui-là qui est à peu près normal, si j'ose dire, les autres ont tous quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis là, on arrive donc, voilà, dans les monocéros, hein, ça veut dire une corne en grec, monocéros, donc les licornes ou apparentés licornes. Donc, en fait, vous voyez, il y en a quand même pas mal d'espèces, hein, il n'y en a pas qu'une de licorne, hein, il y a beaucoup d'animaux un peu différents, qui ont une corne, deux cornes, voilà, qui, bien sûr, tout ça gravé par Matthäus Merian l'Ancien. Et puis aussi des insectes, hein, parce que c'est quand même assez rare à cette époque-là. Et donc je vous ai parlé de ce Megazoma elephas, c'est facile à reconnaître cette espèce. Hein. La caractéristique des rhinocéros, c'est qu'il y a un dimorphisme sexuel important chez ces coléoptères. Les mâles ont des cornes, les femelles n'en ont pas. C'est la sélection sexuelle. Les mâles se battent pour pouvoir assurer la reproduction et les femelles choisissent le mâle le plus fort. Et donc il est suffisamment caractéristique avec sa corne céphalique et sa corne thoracique pour le reconnaître. Donc ça, c'est vraiment un animal qui a été observé, qui vient d'Amérique centrale, mais qui avait déjà été ramené. Bon, les longicornes, Cerambycidés, c'est la famille que j'étudie personnellement. Là, c'est beaucoup plus dur à mettre un nom, parce que bon, beaucoup de choses pourraient correspondre à ça. Et je vous ai mis la planche avec le lucane, parce que, encore une fois, vous voyez, on voit très bien que la plupart des animaux sont représentés en vue dorsale, très peu en vue cavalière, et le seul qui l'est ressemble quand même étrangement à la gravure de Dürer. En fait, Dürer va vraiment influencer. À l'époque, beaucoup de gravures vont être faites. Évidemment, c'est un procédé multiple, donc ça va diffuser la culture et beaucoup de gens vont avoir vu cette gravure et ça va influencer donc les artistes dans les siècles suivants. Donc je reviens sur le microscope parce que c'est vraiment l'invention importante de ce XVIIe siècle. C'est difficile de dire qui l'a vraiment inventé. Plusieurs scientifiques revendiquent donc son invention. Ce qui est sûr, c'est que Galilée donc, va mettre au point un occhiolino en 1609 avec une lentille convexe et concave. Jan Swammerdam, donc lui qui est un naturaliste hollandais, il va se passionner, grâce au cabinet de curiosité de son père, il va se passionner pour les insectes. Et il est sans doute le premier à utiliser un microscope. Il va surtout démontrer la métamorphose des insectes, c'est-à-dire le stade larvaire, le stade nymphal et le stade adulte. Ce qui, souvent, à l'époque, ce n'était pas très clair. Et, enfin, les gens ne le soupçonnaient pas. Et donc, il va montrer ça. Il va aussi décrire le premier, le globule rouge, en 1658. Et à sa mort, il a encore beaucoup de manuscrits, donc il va léguer à un Français, Melchisedek Thévenot, qui ne les publiera pas, mais qui va heureusement les transmettre à un médecin hollandais, le docteur Herman Boerhaave, qui en 1758 donc, va enfin finir par publier, on les verra après, les manuscrits de Jan Swammerdam. Marcello Malpighi, bon, les tubes de Malpighi, ça va peut-être parler à certaines personnes, ça sert à l'excrétion pour les insectes. Donc évidemment, ça vient du nom de ce grand professeur de médecine de Pise et de Messine. C'est le fondateur de l'anatomie microscopique et donc ou histologie. Il va faire des découvertes, là aussi grâce au microscope, des découvertes majeures hein, en physiologie et en botanique. Il est aussi le premier à affirmer que tous les êtres vivants reposent sur une structure analogue de base. Donc ça, c'est aussi un postulat important. Et donc en 1669, à Londres, dans son Dissertatio Epistolica des Bombicées, eh bien, ça va être la première étude consacrée à l'anatomie interne d'un insecte, en l'occurrence le ver à soie, c'est-à-dire le bombix du mûrier, bombicé, donc c'est le bombix. Hein. Anthony von Leeuwenhoek, donc lui, il est hollandais de Delft, et il va construire ses microscopes à cette époque-là, et ça va lui permettre d'atteindre des grossissements de 50 à 300 fois. C'est beaucoup 300 fois, hein, surtout à cette époque-là, c'est déjà... Voilà. Et couplé à ça, c'est un observateur hors pair, et donc il va faire, grâce à ses inventions, des observations formidables. Donc il va observer le sang, l'eau des mares, les plantes. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un peu comme quand on invente le télescope et qu'on voit l'infini de l'univers. Quand cet instrument est inventé, j'imagine pour quelqu'un qui a de la curiosité intellectuelle, tout ce qui peut passer sous le microscope, il le regarde, quoi, parce qu'il découvre, d'un seul coup, il y a un monde extraordinaire qui s'ouvre à eux. Ils regardent une goutte d'eau dans une mare, ils voient plein de choses alors qu'avant on voyait que de l'eau. Donc forcément que ça va révolutionner les observations. Donc il regarde un peu tout. En 1677, il va être le premier à décrire les spermatozoïdes, donc il appelle animalcules spermatiques. Il va décrire les infusoires, les protozoaires, les bactéries, etc. Donc il observe les globules rouges, la circulation du sang dans les pattes des grenouilles, les fibres nerveuses, les cellules de l'épiderme. Donc grâce à ça, la science va beaucoup progresser.
Athanasius Kircher, donc lui aussi observe le sang, 1646 à Rome, avec un modèle de microscope de son invention. Francesco Redi, italien, il va surtout remettre en cause, entre autres, la théorie aristotélicienne de la génération spontanée. En 1668, on pensait que les animaux qui sortaient d'un cadavre sortaient spontanément comme ça. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et grâce à ces observations, il va le démontrer. Robert Hooke, donc, lui aussi, va faire construire un microscope à Londres par Christopher Koch, et donc avec des grossissements de 30 à 40 fois. Il va publier en 1665 Micrographia, et ça va ouvrir donc l'usage du microscope de manière plus courante donc, dans les sciences naturelles. Donc voilà, je reviens donc sur Francesco Redi. Donc on voit bien, en fait, il va représenter donc une mouche et on voit donc les larves, les asticots. Et donc c'est grâce à ça qu'il va montrer que la génération spontanée, elle n'existe pas. En fait, les mouches viennent pondre des œufs qui se transforment en asticots et qui se transforment en mouches, quoi. Ça ne sort pas comme ça du cadavre. Ça ne sort pas ex nihilo d'un cadavre. Il va représenter aussi d'autres petits animaux qu'on n'a pas besoin d'aller chercher parce que c'est eux qui nous aiment bien, tous ces insectes hématophages. Pendant 20 ans, j'ai été entomologiste médical, spécialiste des insectes vecteurs de maladies, donc qui sucent le sang. Donc il va représenter Pidocchio ordinario, le pou ordinaire, les Anzara, le moustique, et donc qui sont assez fidèlement représentés. Quand on les voit comme ça, c'est quand même très bien pour l'époque. On revient donc à Jan Swammerdam avec son fameux manuscrit qui sera publié donc à Dijon et Paris en 1758. Et voyez les observations donc, au XVIIe de Jan Swammerdam, toute la dissection avec tout l'appareil digestif, nerveux, musculaire. Ça, c'est vraiment des choses pour l'époque extraordinaires. On voit aussi ces observations sur les moustiques, puisque j'en ai été spécialiste, donc avec la larve avec son siphon qui lui permet d'aller respirer à la surface de l'eau, la nymphe, donc le stade intermédiaire, l'adulte avec toutes ses écailles qui servent à la systématique, à la détermination notamment. On voit aussi qu'il a différencié les mâles des femelles. Les mâles des antennes, les mâles des moustiques, les antennes des moustiques mâles sont plumeuses alors que celles des femelles sont glabres. Donc ça, c'est très finement observé. Bon, il met la taille normale. Ça, ce sont des abeilles sauvages. Et donc là, on voit toutes les pièces buccales d'une abeille sauvage. Et là aussi, c'est vraiment des observations très fines. On n'a pas fait beaucoup mieux, enfin si, mais je veux dire, pour l'époque, c'est... Voilà. Et donc, et grâce à ça, il va démontrer la métamorphose des insectes, l'œuf, la larve, la nymphe, l'adulte, et ce serait très important. On voit aussi encore un pou, il a représenté encore un pou qui est très fidèle. Il va voir aussi des choses beaucoup plus fines. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont les insectes ne respirent pas avec des poumons comme nous, ils ont des trachées et des orifices sur le bord du corps, et donc des trachées et des trachéoles. Et en fait, il y a une sorte de spirale pour que ça ne s'aplatisse pas et que l'air puisse continuer à circuler. En fait, ça rigidifie le tuyau, si on veut. Et ça, il va l'observer. Vous imaginez, les trachées des insectes, c'est vraiment très petit. C'est des choses qu'on ne pouvait absolument pas observer avant. Alors là, on change d'ouvrage. Histoire générale des drogues. Alors les drogues au sens large, les médicaments et toutes sortes de choses. Pierre Paumet, 1694, fin du XVIIe. Alors, c'est marrant, c'est que, en fait, tous les cétacés odontocètes qui ont des dents, dont le cachalot, donc c'était des mâles, et les mysticètes qui ont des fanons, c'était les femelles. Bon. Donc là, c'est marrant. Donc là, on voit un cachalot. Alors en effet, il a des dents. Bon, généralement, les cachalots ont beaucoup plus de dents, mais enfin, bon, c'est pas trop loin. Par contre, il va représenter la baleine femelle, qui est là une baleine qui a des fanons. Et franchement, elle est vraiment complaisante, cette baleine, je trouve, parce que pendant qu'on l'a harponnée avec une ancre, qu'on est en train de lui découper le cuir et de tailler dans sa graisse pour la mettre dans des tonneaux, puisqu'on gardait la graisse de baleine, eh bien, il y a quelqu'un qui lui joue de la cornemuse sur le nez, et très placide, elle accepte ça sans broncher, je trouve ça fabuleux, donc de gentillesse. On revient avec l'éléphant et le rhinocéros. Qu'est-ce qui vous rappelle ce rhinocéros? Celui de Dürer. Vous voyez toujours sa petite corne, on est toujours influencé par Dürer. Le carapassonnage qui n'est pas vraiment comme ça sur l'animal réel.
Et alors, on peut supposer, pour le coup, c'est un rhinocéros asiatique, que c'est aussi un éléphant asiatique, mais en général, ce sont deux herbivores, ils n'ont aucune raison de se battre. Ce sont des animaux qui ne sont pas en concurrence, enfin pas directs, et ils ne se battent pas. Et là, quand on voit là, on a l'impression que c'est deux jeunes chiens qui jouent. Il y a l'éléphant sur le dos qui a l'air de rigoler pendant que l'autre lui chatouille les côtes avec sa corne. Je trouve ça admirable. Évidemment, dans la nature, ça n'arriverait pas, ils ne se battent pas comme ça. Mais voilà. On voit bien que le temps a passé et que l'ananas, il est beaucoup plus fidèle. Là, honnêtement, on reconnaît un ananas. Hein, on est au siècle suivant, donc dans Pierre Paumé, voilà. Toujours des lettrines, des très belles lettrines, hein, avec des paniers remplis de fleurs, qui enjolivent le livre. On arrive donc au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, et évidemment, la classification du vivant va évoluer. Hein, ça va être le siècle de Carl von Linné, qui est un naturaliste suédois qui va mettre en place, et en tout cas systématiser la nomenclature binominale, c'est-à-dire chaque être vivant va être caractérisé par un nom de genre et un nom d'espèce, Homo sapiens pour nous, par exemple. Voilà. Les livres restent majoritairement l'apanage des gens riches, hein, au XVIIIe, c'est clair, mais ça va se démocratiser un petit peu. Et puis surtout, il y a des éditions plus modestes, in 12 ou in octavo, qui apparaissent, donc qui sont plus faciles d'accès que ces grands in-folio qui coûtaient très cher, notamment la reliure. Vous savez que les gens allaient faire relier, souvent en imprimé, il fallait faire relier. Donc déjà rien que la reliure en cuir coûtait déjà très cher. Il y avait des très belles reliures des fois. J'ai vu des livres, notamment il y avait une chaîne, parce qu'on accrochait les livres pour pas qu'on vous les vole. Donc il y avait des fermoirs en acier, des chaînes, donc un livre coûtait très cher, donc il n'était pas question qu'on se le fasse voler. Les éditions coloriées donc de luxe deviennent un peu plus courantes, mais tout ça est très relatif, ça reste assez rare. Il faut savoir que souvent ça coûtait le double des éditions en noir. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mise en couleur est faite à la main à cette époque-là, et donc il y a des artistes toute la journée qui colorent les gravures. Donc c'est un travail colossal. S'il y a 3 planches, ça va. S'il y en a des centaines, c'est tout à fait autre chose. Donc je vais vous parler d'Anna Maria Sibylla Merian. C'est une femme exceptionnelle. D'abord, c'est une femme entomologiste à la fin du XVIIe siècle. Donc déjà, même à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi, c'est une profession où il y a majoritairement des hommes. Est-ce que les femmes ont peur des petites bêtes? Je ne sais pas. Un sociologue pourrait me répondre. Elle part au Suriname à la fin du XVIIe. Avec sa fille, elle va rester 2 ou 3 ans au Suriname, ce qui est déjà exceptionnel de partir sous les tropiques comme ça. C'est la fille donc de Matthäus Merian, dont je vous ai parlé. Alors, on ne peut pas dire que c'est son père qui l'ait formée parce qu'il va mourir quand elle a 6 ans. C'est son beau-père qui va la former, mais elle est issue d'une longue famille de miniaturistes et de graveurs. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est non seulement déjà d'être entomologiste, de partir sous les tropiques, c'est que, vous voyez, c'est qu'en fait, c'est une des premières écologues. C'est qu'elle va représenter la larve, en l'occurrence une chenille, l'adulte, le papillon et la plante hôte. Et ça, c'est un vrai travail d'écologie à l'époque. Hein, on est en 1698. Donc, voilà. C'est-à-dire que, d'abord, on reconnaît, c'est tellement bien fait qu'on... Ça, c'est Macrondossia cervicornis, c'est un longicorne d'Amérique du Sud qui est très connu. Voilà. Ça, c'est les gros charançons qui nous bouffent nos palmiers, ou en tout cas pas très loin, les Rhynchophorus. Et donc, elle représente tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique à l'époque. En plus, c'est une très grande artiste, donc on arrive à reconnaître vraiment les insectes, hein, parce que c'est tellement bien dessiné. Voilà. Donc, elle sort son livre « Metamorphosis insectorum surinamensium ». Bon, là aussi, ce sont des ouvrages qui valent 10, 15, 20 000 euros. C'est très rare et bon, ça vaut vraiment très cher. Alors ça, ce sont les aquarelles de Leningrad. Pourquoi? Parce que les tsars s'intéressaient beaucoup à l'art. Et d'ailleurs, on parlait français à la cour du tsar, en Russie. Et donc, il avait acheté tout un lot d'aquarelles qui ont été retrouvées très tard dans leurs archives. Ils ne soupçonnaient pas, ils sont tombés là-dessus. Et donc, c'est toujours de Maria Sibylla Merian. Et vous voyez, en fait, ça, c'est une petite guêpe parasitoïde. Vous savez, il y a des petits hyménoptères, des petites guêpes qui vont parasiter d'autres insectes pour réguler les populations. Et généralement, ce sont des toutes petites guêpes. Hein. D'ailleurs, le plus petit insecte du monde est un insecte parasitoïde, et ça fait 1/4 de millimètre. Le plus petit insecte du monde fait 1/4 de millimètre. Vous voyez, c'est pas bien grand. Et donc, elle va observer ça. Elle va observer, donc, en fait, la guêpe qui va venir pondre, les œufs qui vont sortir. Donc ça aussi, c'est des observations extraordinaires à l'époque, vu la taille des choses, des insectes qui le causent. Donc, on revient un peu à la botanique. Jacques Barelier, l'observation des plantes de Gaule, d'Espagne et d'Italie. Hein. On commence à décrire, à faire des catalogues un petit peu, des plantes qu'on observe dans une région. Hein. On est en 1714. Louis XIV va mourir l'année d'après.
Donc, Botanicon parisien C, hein, ou dénombrement par ordre alphabétique des plantes qui se trouvent aux environs de Paris. Donc, Sébastien Vaillant, voilà, une flore des environs de Paris. Et encore une fois, des beaux culs de lampe avec, vous voyez, des cornes d'abondance, cornucopia. Hein, vous voyez, la trompette de la mort, ça s'appelle Craterellus cornucopioides. Oides, ça veut dire en forme de, et cornucopia, c'est la corne d'abondance, donc ça veut dire en forme de corne d'abondance, cornucopioides. Et donc, voilà, des beaux culs de lampe et des belles lettrines. Je vous ai parlé de Carl von Linné, évidemment, c'est quelqu'un d'incontournable au XVIIIe siècle, donc qui va systématiser la classification. Hein. On voit bien qu'il y a de plus en plus de matériaux, il y a un moment, il faut mettre de l'ordre parce qu'on découvre de plus en plus de plantes, d'insectes, bien sûr des mammifères, des oiseaux, et donc à un moment, c'est plus possible. Donc il va faire son système sexuel, sauf que bien sûr, c'est une classification qui n'est pas naturelle, qui est artificielle, c'est-à-dire que lui, il va prendre pistil et étamine, donc il y aura monogynie, digynie, trigynie, ainsi de suite, et monoandrie, diandrie, triandrie. Donc, suivant, il y a un pistil, une étamine, et ainsi de suite, comme ça. Donc, il va tout classer comme ça, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ou 1, 1, 2, 2, 2, 3, enfin bon, bref. Bon, c'est un système comme un autre, mais en effet, évidemment, on reviendra là-dessus. Ça ne correspond pas à la réalité. Là, on commence à voir, vous voyez, Eret, Fecit et Edited, je l'ai fait et je l'ai édité en 1736. Donc, vous voyez, les gravures sont généralement, on indique les personnes qui les ont faites. Donc, René-Antoine Ferchaud de Réaumur, ça va être notre grand entomologiste du XVIIIe siècle. Lui aussi, grand observateur, un des pères de l'entomologie française, mais pas que. Hein, voilà. Et donc, il va sortir donc, en 1738 les 6 volumes du Mémoire pour servir à l'histoire des insectes. Et ça va être aussi un grand observateur. Donc, on voit encore une fois le moustique, hein, on voit les écailles sur les ailes, tout ça est très finement observé. Et là, vous voyez, dans le bandeau, en fait, on voit une orangerie, sans doute derrière, avec des caisses où on cultivait des végétaux exotiques hein, qui ne supportaient pas le froid et la gelée. Et donc ça, ce sont donc des Opuntia. Vous connaissez sans doute tous le figuier de Barbarie, Opuntia ficus indica. Hein. Donc tout ça, ça vient d'Amérique centrale. Hein. Ça vient même pas d'Afrique du Nord. Hein. Ça a été amené. Hein. On pense que ça, non, tous les cactés venaient de cette région-là. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il y a sur ces Opuntia? Je l'ai vu personnellement au Mexique. Il y a des cochenilles, et donc, qui s'appellent Dactylopus coccus. Et donc là, ils sont en train de les observer. Et jusqu'à maintenant, on se sert de ce rouge pour faire des colorants. Si vous mangez des fraises tagada, c'est du E120, c'est toujours du carmin de cochenille. Donc on se sert des insectes broyés pour faire de la couleur. Donc voilà. Et déjà, Réaumur l'observe à cette époque. Donc voilà. Pareil, il va observer beaucoup les abeilles. Donc là, en fait, vous avez sans doute vu sur les marchés des apiculteurs qui présentent leurs ruches avec une vitre et puis on voit la reine. Les gamins sont très contents de voir tout ça. Ben, Réaumur avait déjà fait ça. En fait, on le voit, il a fait des petites trappes avec un verre. Et donc, les gens peuvent venir, lui-même aussi, bien sûr, venir observer comment vit une ruche. Ça aussi, c'est très nouveau. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, on voit aussi la récupération d'un essaim. Bon, les ruches ressemblaient un peu à des cloches hein, en paille à l'époque. Hein. Et donc, on voit la récupération d'un essaim. Hein. Au bout d'un moment, ça essaime quand il y a des nouvelles reines. Donc, voilà, et c'est récupéré. Voilà. Et donc ces ruches d'observation, c'est vraiment très intéressant. Alors là aussi, on voit Ossard, donc sculpsite. Hein, donc c'est Ossard qui a sculpté la gravure. Il va représenter aussi les techniques de chasse d'insectes. Hein. Donc, le filet à papillons, hein, on s'en sert toujours hein, pour attraper les insectes. Hein. Et puis, il illustre aussi la chasse de nuit, qui est aussi une des méthodes importantes pour nous, notamment en zone tropicale, mais pas que. Évidemment, il n'y a pas d'électricité à l'époque, on le fait avec des flambeaux, mais en fait, la lumière attirant les insectes nocturnes, eh bien, c'est une manière d'attraper ces insectes nocturnes avec de la lumière. Donc, Christian Lesser, avec des dessins de Pierre Lyonnais, hein, donc on voit d'ailleurs Pierre Lyonnais, la théologie des insectes, ou démonstration des perfections de Dieu dans tout ce qui concerne les insectes, donc à La Haye en 1742, avec différents insectes. Hein. Donc ça, c'est plutôt un traité un peu général d'entomologie. Là aussi, ils vont se développer des livres plus généraux. Alors toujours Pierre Lyonnais, qui sort un livre qui s'appelle « Traité anatomique de la chenille qui ronge le bois de saule hein, » qui s'appelle maintenant Cossus cossus, le Cossus gars de bois.
Et donc, ce qui est fabuleux, on voit la signature de Pierre Lyonnais, donc on est à moitié du XVIIIe, en 1750, bien sûr il y a les microscopes, et donc on voit les observations de toute la musculature d'une chenille, ce qui est infiniment précis pour l'époque, et on se rend compte qu'en fait, eh bien, la planche va être reprise, vous voyez, exactement la même planche va être reprise dans un manuel donc, du début du XXe siècle, donc un Manual for the Study of Insects de John et Anna Comstock. C'était tellement bien fait et tellement bien disséqué qu'il n'y avait même pas de raison de refaire une planche, pourtant qui date de la moitié du XVIIIe siècle. Donc on voit bien que ce travail qui avait été fait à l'époque était assez extraordinaire. Jacob Christian Scheffer va sortir, entre autres choses, il va faire beaucoup d'études sur les papiers notamment, et donc il va sortir son Elementa Entomologica à Ratisbonne en 1766. Alors j'ai mis... cancer, ça veut dire le crabe, en fait. En l'occurrence, ce n'est pas un crabe, c'est une écrevisse. Mais en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là encore, ce qu'on appelle insectes, c'est un peu tous les arthropodes. Les arthropodes, c'est donc les insectes à 6 pattes, les arachnides à 8 pattes, qui comprennent les scorpions aussi et les acariens, les crustacés, 10 pattes ou plus, et tous les myriapodes, les 1000 pattes, donc, qui en ont beaucoup plus. Donc tout ça, on met ça dans les insectes, mais en fait, bien sûr, ça a été séparé après. Donc, l'image d'un cérambix qui est tout à fait réel, et donc la famille que j'étudie. Donc vous voyez une présentation générale des différents types d'insectes, et on retrouve donc en effet une sorte de faucheux d'opilion qui est un arachnide, et donc qui n'est plus un insecte maintenant. La puce, là aussi, bien sûr, encore une fois, les hommes se sont intéressés aux animaux hématophages qui venaient les déranger. À l'époque, on ne sait pas que ça transmet la peste, évidemment, pas plus que le moustique. On ne sait pas que le moustique transmet des parasitoses, le paludisme et autres. Mais on connaît ces insectes parce qu'ils sont nuisants. Donc, cette puce, elle est très bien représentée. Hein, je veux dire, ça ressemble tout à fait à une puce actuelle. Et puis, ça aussi, c'est très émouvant, le cabinet du naturaliste de l'époque. Fortuné, hein, dois-je le rappeler, avec des meubles Louis XV. Bon, c'est même un ange, un Poutot, qui fait l'étude des insectes. Hein, vous voyez, c'était les anges qui étudiaient les insectes à l'époque, avec des petites ailes de papillons charmantes. Donc ce cabinet avec des tentures possiblement en soie brodée pour représenter les insectes. Bon, rien que le meuble, à l'époque, ça devait coûter une fortune. Évidemment, c'était... des gens nobles qui n'avaient que ça à faire d'ailleurs. Alors certains, la plupart des scientifiques de l'époque, ou éventuellement des religieux, mais des nobles parce que les autres, ils travaillaient, ils n'avaient pas le temps, ni l'argent d'ailleurs, de faire tout ça. Donc un superbe meuble entomologique. Et puis il va aussi, c'est vraiment un guide un petit peu de l'entomologie de l'époque, il va aussi nous montrer les différents instruments, hein, ce qu'on appelle le parapluie japonais. En fait, on met une ombrelle, on bat les buissons et puis les insectes se laissent tomber. Les filets, les pinces et ainsi de suite. Et puis aussi, on commence à s'intéresser, pas qu'à l'insecte, alimentum et transformatio, les métamorphoses. On met une chenille, on voit que ça se transforme en papillon. Donc il y a vraiment toute une étude de la biologie en fait, de l'insecte, pas seulement de mettre un nom. Et voilà. On ne peut pas faire l'impasse non plus sur le comte de Buffon, qui est un de nos grands naturalistes français du XVIIIe siècle, hein, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui était de Montbard, où il y a toujours un musée que je vous invite à aller voir, qui est vraiment très très bien. Il avait des forges aussi. Bon, les scientifiques de l'époque étaient souvent multidisciplinaires, hein, ils faisaient beaucoup de choses. Voilà. Et donc, Buffon, il va faire son histoire naturelle, qui va être un monument d'érudition. Hein. C'est un des premiers qui va remettre en cause aussi le fait que la Terre n'a pas 2-3 000 ans. C'est-à-dire qu'il dit non, mais ce n'est pas possible. Voilà, donc ça aussi, il le dit... de manière un peu édulcorée, mais enfin il commence à dire non, c'est pas possible que déjà que le monde ait été créé en 6 jours et qu'il soit aussi récent. Voilà, donc il va faire son histoire des oiseaux. On retrouve De Sève, on va en reparler, Jacques De Sève comme graveur. Et le tadorne, c'est un canard, il s'appelle le tadorne de Belon, et a été dédié d'après Pierre Belon, dont je vous ai parlé au XVIe siècle. Ce qui est émouvant aussi dans ces livres, c'est que, par exemple, vous voyez, le grand pingouin, eh bien, c'est un animal qui a été exterminé, qui a disparu en 1844. À l'époque, il ne l'est pas, c'est un animal qui existe. Hein, et de voir donc ces animaux qui ont été représentés de leur vivant et qui ont disparu maintenant. Donc voilà, avec à côté le grand manchot, mais ce grand pingouin qui n'existe plus. Il va aussi beaucoup s'occuper des oiseaux. Ça, ce sont des reproductions modernes donc, de son édition 18e coloriée, hein, pareil,
coûte très cher. Hein. Ce sont vraiment des très beaux livres avec les oiseaux de paradis de Nouvelle-Guinée, le hibou des terres magellaniques, donc des bêtes exotiques, est magnifiquement représenté. Bernard Germain Étienne de la Ville-sur-Ilon, comte de la Cépède, un homme extraordinaire lui aussi, naturaliste, politicien, c'est le premier chancelier de la Légion d'honneur. Bon, je pourrais vous en raconter, c'était un homme exceptionnel. Napoléon, à chaque fois, disait « Non, mais enlevez-moi cette charge, j'en peux plus ». Et Napoléon dit « Non, 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 il n'y a que vous qui peut faire ça ». En fait, il avait des libéralités extraordinaires et donc la Légion d'honneur a été créée, à l'époque c'était à titre militaire uniquement, et donc c'était pour souvent les gens qui étaient blessés. Il n'y avait pas de retraite, hein, il n'y avait pas de sécurité sociale. Et donc en fait il payait de sa poche les légionnaires. Il devait y avoir en fait de l'argent qui était donné par l'État pour ces légionnaires, mais en fait Napoléon avait oublié. Et donc il venait voir le grand chancelier et c'est lui qui payait toute sa poche. Et donc il n'osait pas le dire, il était tellement quelqu'un qui avait un tel honneur que bon. Et donc à la fin Napoléon s'en rend compte et il lui rend tout l'argent et il le redonne. Donc c'est vraiment un homme humainement qui était exceptionnel, qui était président du Sénat, enfin vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc il va s'occuper des poissons et des serpents. Et on remarquera quand même que Bernard Germain Étienne de la Ville-sur-Ilon devient le citoyen La Cépède, hein, la Révolution est passée par là, évidemment, on ne peut plus se permettre de mettre tous ces titres à rallonge. Donc, bon, je ne vais pas vous rappeler toujours, voilà, des lignes à vide, c'est un tel qui a dessiné, un tel qui a sculpté, donc l'histoire des poissons, hein, du comte de La Cépède. Hein. Charles Bonnet, c'est un Suisse, alors quand il dit philosophie, c'était au sens large, ce n'est pas nécessairement la connaissance. Donc il va donc faire son œuvre d'histoire naturelle, c'est en 18 volumes je crois, en tout cas il y a beaucoup de volumes. Et en fait, ce qu'il va découvrir, Charles Bonnet, c'est la parthénogenèse des pucerons. C'est-à-dire, vous savez, les pucerons, d'abord ils ne pondent pas d'œufs, en fait les femelles vont émettre des petits pucerons hein, directement, elles vont accoucher d'un petit puceron, et surtout elles vont le faire sans être accouplées, ce qu'on appelle la parthénogenèse. Donc il va mettre ça en lumière, et là on voit bien l'observation du puceron qui est en train d'émettre un petit puceron, hein, de la femelle qui est en train d'émettre un petit puceron, donc qui est une avancée scientifique importante pour l'époque. Le dictionnaire élémentaire de botanique par Pierre Bulliard, 1783, on voit le système sexuel de Linné hein, qui va perdurer un certain temps. Donc vous voyez, une étamine, un pistil, monandrie, monogynie et ainsi de suite. Et donc tous les végétaux classés par ce système artificiel malheureusement qui avait été fait par Linné. Alors Bulliard va représenter, vous voyez, différentes pièces anatomiques des fleurs, les champignons aussi bien sûr, les lamelles, les fougères qui n'ont pas une reproduction sexuée. Il va représenter aussi tous les types de feuilles, les feuilles simples, les feuilles composées, pennées, imparipennées, bon, lobées et tout ce qu'on veut, lancéolées. Donc c'est un vrai dictionnaire avec... voilà. Pierre-Simon Pallas, c'est un Allemand, lui il va sortir un livre donc, en latin. Tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que l'histoire des poissons de Rondelet, en fait, vous avez deux exemplaires dans l'exposition, un qui est en latin de 1554 et un en français de 1558. Et en fait, François Ier et donc Guillaume Budet, en fait, qui va lancer le collège des lecteurs royaux, impose que les textes soient en français. On veut que le français s'impose. Et donc, ce qui va donner après le Collège de France, d'ailleurs, donc on veut que les scientifiques aussi ne publient plus en latin, mais publient en français. Et donc, Rondelet va écrire son histoire des poissons en français. Malheureusement, ça va être retraduit en latin pour le sortir en 1554 et ça va être retraduit en latin pour ressortir en français en 1558. Il doit y avoir un peu entre les deux de digression, je ne sais pas. Mais jusqu'au XVIIIe, on continue à écrire, malheureusement, beaucoup de scientifiques continuent à écrire en latin. L'intérêt, c'est que la plupart des Européens parlent le latin, en tout cas les scientifiques, et donc ils peuvent lire les livres des uns des autres alors qu'ils ne maîtrisent pas toutes les langues européennes, évidemment. Donc là, on voit les buprestes. Les buprestes, ce sont d'autres coléoptères dont les larves sont xylophages, hein, donc elles mangent le bois, au même titre que les longicornes donc, que j'étudie, dont les larves sont xylophages. Ce sont eux qui font des trous dans le bois. Et donc, ce sont des grandes familles. Hein, dans le monde, par exemple, vous voyez, les longicornes, c'est 25 000 espèces. Donc en entomologie, on est obligé de se spécialiser parce que c'est colossal le nombre d'espèces qui existent.
Ça, c'est un des premiers traités d'entomologie médicale, donc Pierre-Joseph Amoureux, traité des insectes réputés venimeux. Je rappelle évidemment qu'à l'époque, on ne sait pas que ces insectes transmettent des parasitoses, des bactéries, voire des virus. Hein. Ce sont des insectes nuisants, donc on va retrouver les guêpes, bien sûr les moustiques, des chenilles des fois qui sont urticantes, voilà, et puis des araignées, des scorpions, les méloées. Hein, notamment la méloée avec la fameuse cantharide, hein, la cantharidine qui servait d'aphrodisiaque mais qui pouvait être très dangereux. Donc c'est un des premiers traités. On est en 1789, c'est l'année de la Révolution, et donc il sort ce premier traité. Et puis fin 19e, fin 18e, début 19e, il y a une entreprise éditoriale extraordinaire, colossale, qui va faire suite à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et donc qui va être édité par Charles-Joseph Pankow, qui est un libraire-éditeur, et ça va durer 50 ans. Et en fait, contrairement à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le classement là est thématique et non alphabétique. Et le résultat, ça va être un total de 206 volumes, c'est du grand in-quarto, hein, donc vous imaginez 206 volumes, vous en faites une rangée peut-être jusqu'au fond de la salle, 159 volumes de texte, 47 volumes de planches, 125 000 pages et 4500 gravures. Bon, une entreprise incroyable. Évidemment, plusieurs centaines d'auteurs ont collaboré à sa rédaction pendant un demi-siècle, dont des grands noms de la science, Condorcet, Laennec, Monge, Lamarck, Félix Vix d'Azir, Boris de Saint-Vincent, de Candolle, d'Aubinton, Fourcroy, Latreille. Voilà. De très nombreux graveurs vont être sollicités aussi pour graver ces 4500 planches. Donc, et ils vont être encadrés par M. Bénard. Hein. Donc on verra sur les planches Bénard Direxit, c'est lui qui va diriger tous les graveurs. Et puis il y aura des graveurs célèbres. Pierre-Joseph Redouté, le peintre des fleurs, le peintre des roses, que vous connaissez peut-être, et son frère Henri-Joseph Redouté, qui va participer avec Napoléon à l'expédition d'Égypte. Du coup, il sera célèbre aussi, notamment pour ça. Jean-Baptiste Audebert, Jacques de Sèvres, dont j'ai déjà parlé, Ambroise Tardieu, Jacques Boilard, des gens bouillards un peu moins connus. Donc voilà ce tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Donc la botanique qui est fait par Lamarck, un grand scientifique aussi, donc avec Jacques de Sèvres et donc Bénard Direxit. Donc toutes les gravures sont dirigées par M. Bénard. On est en 1791. Donc on retrouve la classification de Linné, vous voyez, décandrie, c'est-à-dire 10 étamines, 10 organes sexuels mâles, et monogynie, un pistil. Voilà, c'était la classification de Linné. Et vous voyez, encore une fois, des planches colorées, donc qui coûtaient souvent le double. Hein. Toute la botanique de Lamarck est sortie aussi en planches colorées, et avec des fruits, pour le coup, exotiques, le mangoustan, si vous connaissez ce fruit excellent, qui à l'origine est asiatique. Et donc, voilà. Les insectes, bien sûr, ont été traités aussi par Guillaume-Antoine Olivier, avec des fulgores, ça c'est exotique, des cigales, des sauterelles. On voit une sauterelle là en train de pondre ses œufs. Les papillons, évidemment. Alors là, on voit, vous voyez, des fois des mix, c'est-à-dire que la planche est en noir et puis il y en a un seul qui a été coloré. Alors est-ce que c'est qu'il y avait moins de moyens? J'en sais rien. Et puis des fois, il y a un peu de noir, moitié blanc. Bon, évidemment, la couleur pour certains animaux, ça apporte une vraie plus-value. Les coquillages qui ont été faits par Olivier, là on voit donc la gravure Henri-Joseph Redouté, hein, donc graveur très célèbre. Enfin, c'est pas graveur, ça c'est le dessinateur, je veux dire déligné à vide, c'est Bénard qui dirige. D'ailleurs, c'est pas marqué quel est le graveur, c'est toujours celui qui a dirigé toutes les gravures qui est indiqué, mais donc le dessin est de Redouté. Et puis les oiseaux, là aussi, quelque chose d'émouvant. Alors là, pour le coup, cet oiseau, le dodo ou dronte de l'île Maurice, il a déjà disparu. Hein. À l'époque où sort cet ouvrage, cet oiseau a disparu, mais il est quand même très bien représenté. Hein. C'est un oiseau qui, 100 ans après sa découverte, vous connaissez un peu l'histoire, qui a disparu. Hein. Donc les marins, ils ne volaient pas. C'était un gros dindon, c'était une source de nourriture, c'était très facile à attraper. En 100 ans, on l'a fait disparaître, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc voilà. Donc le fameux dodo. On retrouve aussi le grand pingouin, je vous l'ai montré dans un autre ouvrage, lui aussi disparu en 1844, le pingouin et le grand pingouin. Les mammifères, avec le fennec, la hyène, différentes antilopes. On retrouve évidemment... alors là on change d'ouvrage. Donc Étienne Louis Geoffroy, l'histoire abrégée des insectes, on est à la toute fin du 18e, 1799. Et donc là on retrouve la puce. Hein, et puis encore une fois, vous voyez
généralement, là, on a des mille pattes, ça c'est peut-être même un cloporte, un crustacé. Donc les insectes, c'est un peu tous les arthropodes. À l'époque, c'était encore mélangé. On va arriver au 19e siècle. Ça va être l'âge d'or de la systématique, donc la classification, parce que là, il y a vraiment de plus en plus de matériaux à classer. Donc les scientifiques vont déterminer à tour de bras, et notamment en entomologie, puisque vous savez, il y a 1 million d'insectes connus, et les insectes, rien qu'en espèces, représentent les 3/4 de la vie animale, et on n'en connaît que 20%. Donc en fait, les insectes représenteraient peut-être 95% des espèces d'animaux sur Terre. Donc c'est vraiment le groupe le plus important et de très loin sur cette Terre. Et même si on met toutes les autres formes de vie, c'est presque les 2/3 de la vie sur Terre qui sont des insectes. Donc, en espèces, bien sûr. Parce qu'en individu, là, c'est des milliards de milliards et personne ne les a comptés. Ça va être le triomphe de l'illustration. Bien sûr, d'abord parce qu'elle va se démocratiser, je vais le dire un peu plus bas. Ça va être aussi le début des reconstitutions de certains animaux avec la découverte des animaux fossiles, la paléontologie, Cuvier. Donc on va représenter des animaux qui n'existent plus. Grâce à leurs ossements, on va imaginer, des fois de manière un petit peu empirique, mais enfin bon. Les diffusions et les tirages vont être bien plus larges qu'au siècle précédent, c'est bien évident. Le 19e siècle, ça va voir notamment la presse aussi, qui va se développer, la presse quotidienne. Donc ce coût réduit va faciliter l'accès à la culture, ça c'est évident. Et l'imprimé illustré devient roi. Souvent, des fois, les journaux coûtent 5 centimes. Voilà. Mais on met des gravures, il y a des graveurs qui travaillent à tour de bras pour faire ça. Donc évidemment, il reste des livres spécialisés. On voit là, c'est la monographie des Sirex d'Allemagne par Johann Christoph Friedrich Klug, donc avec des très belles représentations. Ce sont des hyménoptères, donc voilà, qui n'ont pas la taille de guêpes, ceux-là. Et puis, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que toutes ces expéditions, j'ai parlé un petit peu de Christophe Colomb, et puis toutes les expéditions qui vont partir avec des bateaux, souvent deux ou trois bateaux, et donc qui vont ramener plein de matériaux, 18e et bien sûr 19e. Donc ça, c'est les illustrations du livre de bord du capitaine Nicolas Baudin qui va découvrir les terres australes, notamment il va aller en Australie. Et donc avec les gravures de Charles-Alexandre Le Sueur, on voit sa signature là qui est très connue. Et donc eh bien, on représente ce qu'on trouve. Et puis quand on ne connaît pas, on représente quand même, mais poisson inconnu. Donc voilà, qui sera peut-être sans doute déterminé plus tard. Mais voilà, donc toute la collection Le Sueur est au Muséum du Havre, si ça vous intéresse. Tout a été conservé donc, au Muséum d'histoire naturelle du Havre. Donc, pour faire la transition donc, avec l'Australie, puisque la Nouvelle-Hollande, c'était l'Australie, donc An Epitome of a Natural History of Insects of New Holland, donc 1805 à Londres. Donc, voilà, on va représenter ces insectes vraiment exotiques qui viennent de l'autre bout du monde, Edward Donovan, avec des belles planches. Là, on est en Allemagne, à Berlin, Herbst. Donc, je ne vous lirai pas le titre en allemand, je ne lis pas bien l'allemand. Et donc, il va représenter le lucan cerf-volant. Et là, on voit encore une fois les différentes phases, la larve, la nymphe l'adulte qui va bientôt sortir, et plus une dissection. Donc, on va s'attacher, encore une fois, de plus en plus à étudier l'anatomie, la biologie, l'écologie de tous ces insectes. Bon, bien sûr, la systématique reste la discipline reine, donc la description à cette époque-là. On retrouve les fameux rhinocéros. Donc là, vous voyez, en fait, il y a 3 mâles et une femelle. Vous voyez, les mâles ont des cornes soit thoraciques, soit céphaliques, et les femelles n'en ont pas. Donc c'est ce dimorphisme sexuel dont je vous ai parlé. Donc les larves sont des gros vers blancs. On en a en France le rhinocéros, qu'on appelle le rhinocéros, Oryctes nasicornis, qui vit dans le terreau ou dans le compost. Donc encore d'autres illustrations de Herbst, avec notamment ce gros Goliath, cette grosse cétoine qui vit en Côte d'Ivoire et pays alentours, que j'ai eu l'occasion, quand j'ai commencé ma carrière, d'observer en Côte d'Ivoire. Donc Goliathus cassicus, qui pour le coup maintenant se reconnaît très bien, évidemment, les dessins sont très fidèles. André-Marie Constant Duméryl, Considération générale sur les insectes, 1806. Encore une fois, on voit bien les représentations vues de dos, et cette vue cavalière, je la rapproche encore du Dürer. Pourtant, on est loin après, là, donc on est 300 ans après, mais quelque part, on voit bien, à part la menthe, que généralement c'est plutôt représenté de dos. Et là, le lucane, même si ce n'est pas tout à fait la même posture, il y a peut-être une petite influence. Je vous ai parlé de l'expédition d'Égypte, ça a été quelque chose aussi d'extraordinaire.
la description de l'Égypte, Napoléon veut que tout soit édité ensemble, et donc aux frais de l'État. Il ne veut pas que ça soit dispersé dans 1000 publications, ça va coûter une fortune. Donc c'est des grands in-folio avec des doubles pages, des grands éléphants. On fabrique des cuves exprès pour faire du papier, parce que ça n'existe même pas, la taille qui est souhaitée n'existe même pas à l'époque, avec des gravures somptueuses. Si vous avez l'occasion d'aller à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, tous les grands corps constitués ont encore l'ensemble de cette description de l'Égypte, au Sénat aussi sans doute. Et donc il y avait des meubles à l'égyptienne. D'ailleurs, on faisait des meubles pour ranger tous ces immenses ouvrages, c'est somptueux. Voilà. Donc la description de l'Égypte, donc 1809, Ali Rafno de Lille, donc, qui était botaniste, qu'on appellera l'Égyptien, après c'était son surnom, après avoir fait la campagne d'Égypte, et donc le palmier d'Oum, et on retrouve encore Henri-Joseph Redouté, dont je vous ai parlé, qui a donc fait l'expédition d'Égypte. Vous avez la gravure, vous l'avez dans l'exposition, hein, c'est une gravure originale, hein, alors c'est la deuxième édition Pankouk, ça a été tiré 2 fois à 1000 exemplaires. La première, en fait, ça a été. Le problème, c'est que Napoléon l'a offert aux scientifiques, l'a offert aux grands corps constitués, aux officiers qui ont fait l'expédition. Au final, les gens qui avaient les moyens de s'acheter l'ensemble, il y en avait très peu. Donc, en fait, ils n'arrivaient pas à les vendre. Donc, ils ont décidé de faire une édition in quarto, plus modeste en tout cas pour le texte. Par contre, les planches ont été les mêmes. On n'a pas regravé toutes les planches. Ça aurait été un travail colossal. Et donc, ce qui est marrant de voir, Henri-Joseph Redouté va faire l'aquarelle, mais vous voyez que c'est inversé, puisqu'on grave à l'envers. Hein. Donc quand vous voyez l'original, vous voyez bien que c'est retourné comme ça, puisque c'est toujours gravé à l'envers, et évidemment l'original est en couleur, alors que la gravure est en noir. En tout cas, ça reste quelque chose de somptueux, je vous conseille d'aller la voir. On ramène aussi le lotus d'Orient, ou lotus sacré, il est toujours au jardin botanique de Montpellier, si vous voulez le voir dans le bassin, il est toujours là, le Nelumbo nucifera. Donc Polyptère bichir, un poisson très particulier avec toutes ces nageoires dorsales, quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas à l'époque. Donc c'est décrit par la Cépède donc en 1803 et gravé par Louis Bouquet. Des oiseaux aussi, évidemment, somptueux. C'est Marie-Jules César Le Lorgne de Savigny qui va s'occuper de l'ornithologie. Il va aussi faire les insectes parce que l'entomologiste, c'est Boris de Saint-Vincent, il va pouvoir venir. Donc c'est lui qui va faire aussi les insectes. Et tout ne sera pas fait. Donc les peintures sont faites par Jacques Baraban et la gravure par Louis Bouquet. Les oiseaux sont souvent manquants dans ces ouvrages parce qu'ils étaient caviardés. Les gens les coupaient pour les exposer au mur. Et c'est des planches comme ça, c'est vraiment absolument somptueux, et la plupart du temps, les oiseaux étaient en couleur. Les mammifères aussi, avec Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, grand scientifique français du muséum, le mouflon à manchette. Bon, là, je passe un petit peu encore un traité de l'histoire des insectes. Donc, au 19e, ça va être beaucoup aussi des petits, ça se vulgarise, donc des petits guides. Donc là, c'est une histoire générale des insectes avec tout ce qu'il faut savoir sur ce groupe d'insectes. Jean-Jacques Audubon, qu'en fait on connaît surtout John James Audubon, puisque après il est parti aux États-Unis, qui va sortir Les oiseaux d'Amérique, là aussi des planches somptueuses, extraordinaires. Bon, je crois que certains exemplaires se vendent plus d'1 million de dollars, ça vaut... quand il y a des ventes aux États-Unis, quand il y en a qui passent en vente, le complet, c'est absolument hors de prix. Voilà, ça c'est vraiment des ouvrages exceptionnels. Et puis le développement aussi il y a eu les encyclopédies au XVIIIe, c'est vrai, mais beaucoup de dictionnaires. On va beaucoup vulgariser au XIXe siècle. Donc il y a au moins 4-5 dictionnaires, de grands dictionnaires de sciences naturelles qui sortent à cette époque-là. Hein, vous voyez, donc avec des planches noires et blancs, des très jolies planches couleurs. On est dans des formats plus modestes, donc c'est plus accessible aux gens. Bon, ça c'est toujours tiré du dictionnaire des sciences naturelles, 1830, et le thylacine, c'est le loup de Tasmanie, animal disparu donc en 1930, là encore aussi émouvant, une époque où il existe encore, et à cette époque-là, et donc après il va disparaître 100 ans après en fait. Hein, voilà. Et donc en 1844, Paul Gervais va reprendre une partie des planches, parce qu'il a collaboré à ce dictionnaire, et il va sortir un atlas de zoologie, il va rajouter des nouvelles planches, en couleur comme ça, donc on voit bien la différence entre, c'est la même planche, hein, mais elle est coloriée dans ce nouvel ouvrage, et donc c'est déjà des très belles publications. Des flores, bien sûr, la flore du Brésil méridional, de Saint-Hilaire, Jussieu, Cambécédès, donc avec la description de tous ces arbres nouveaux qu'on découvre.
Ça, ce sont les suites à Buffon. En tout cas, c'est les éditions. Donc, j'ai dit que Buffon avait beaucoup marqué le 18e, mais au 19e, on va continuer à produire les ouvrages de Buffon, évidemment différemment. Les gravures sont nouvelles. Notamment, il y a Édouard Traviès, donc, qui est un dessinateur, un graveur, un dessinateur connu. Et donc, les planches vont être différentes. On va reprendre le texte de Buffon. Là, on voit ces gravures sur cuivre qui sont quand même très fines, très finement coloriées. J'ai parlé de Bernard Germain Étienne de la Cépède. On voit sa plaque de grand chancelier de la Légion d'honneur. Donc, il va travailler sur les poissons, les serpents. Là aussi, ce sont des éditions plus modestes qui sont plus facilement accessibles par les gens, avec des poissons, vous voyez, tous ces poissons qui attirent leur proie avec comme la baudroie avec des petits appendices comme ça, les hippocampes, les poissons coffres, les serpents avec différents types de serpents. Les reptiles, les batraciens, alors ça c'est une particularité, le crapaud pipa, en fait, il a ces petits, là, des sortes de cavités sur le dos, il transporte toute sa progéniture sur le dos. Et je crois que c'est le mâle qui fait ça en plus. Donc, ouais, comme quoi, vous voyez, même chez les batraciens, voilà. Donc, on retrouve le cachalot, cette fois-ci il est quand même beaucoup plus... et on voit que c'est un mâle en plus, pour le coup, même s'il y a des femelles cachalots. Donc, il est beaucoup plus réaliste. Des guides d'entomologie plus spécifiques aux papillons, donc Jean-Baptiste Alphonse de Chauffour de Bois-Duval en 1832. Là, c'est Jean-Victor Audouin, Gaspard Auguste Brûlé, Histoire naturelle des insectes, 1835. Là, on voit la finesse, hein, donc ce sont des carabidés, c'est une famille de coléoptères qui sont carnassiers. Et donc, bon, je ne vais pas vous citer les noms en latin, mais on voit vraiment, ce sont des détails que j'ai pris d'une planche, on voit la finesse de la gravure, c'est vraiment très bien représenté d'abord et très réaliste. Voilà. Une blatte géante, donc grandeur naturelle d'ailleurs, comme c'est précisé là. Toujours Audouin et Brûlé, donc pseudophile, feuille de nérium. Alors feuille de nérium, le nérium oléander, c'est le laurier rose, c'est parce que l'aile ressemble à une feuille de laurier rose. Le fameux criquet-duc que vous avez vu en première planche en introduction, donc de grandeur naturelle. J'ai peu parlé de la médecine, mais évidemment, ça fait partie de l'histoire naturelle. Donc là, on voit l'élément d'histoire naturelle médicale donc d'Achille Richard en 1838, et donc avec le ténia, hein, les vers plats, hein, donc, qui sont représentés aussi, bien sûr. Voilà. Jean-Guillaume Audinet-Serville, grand entomologiste. Donc là, on va trouver des blattes, des mantes religieuses. On revient sur Paul Gervais, donc son fameux atlas de zoologie en 1844. On retrouve le dodo ou dronte de l'île Maurice. Hein. Pour le coup, bien sûr, il a disparu. La couleur, c'est un peu une reconstitution, parce que comme on a très peu d'éléments naturalisés de cet oiseau, il y a eu un moment, il a été attaqué dans un musée, je me demande si c'est à Paris, par les mythes. Donc on a acheté tout le reste, on n'a gardé que le bec. Donc, en fait, la couleur de cet oiseau, alors il y a peut-être des descriptions de l'époque, en effet, mais des fois, on imagine un petit peu. D'autres animaux, notamment d'Australie ou de Tasmanie, là, on voit le diable de Tasmanie, on voit le koala, qui est, bon, plus ou moins bien représenté, et le couscous oursin. La paléontologie, je vous l'ai dit, au 19e, on va commencer à trouver des fossiles. Celui-là est particulièrement remarquable parce qu'il est très bien conservé. Donc c'est Cuvier, un des pères de la paléontologie. Et en fait, c'est aussi pour vous parler de ce fameux dictionnaire classique d'histoire naturelle, 1849, moitié du 19e, donc sous la direction de Charles-Henri Dessalines d'Orbigny. Son frère aussi était un grand naturaliste, il va découvrir l'Amérique du Sud. Et donc, avec la collaboration de nombreux auteurs, ils vont sortir ce grand dictionnaire magnifique, et avec des planches somptueuses, là aussi, en couleur ou en noir et blanc. Voilà donc Paléotherium crassum, hein, décrit par Cuvier. Donc. Et puis les arachnides, les myriapodes, donc évidemment tous les groupes vont y passer. Les papillons, l'ornithoptère, hein, papillon à ailes d'oiseau, ornithoptère, donc qui vit soit dans le nord de l'Australie, soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le fulgore, les fulgores, notamment ça vit en Amérique du Sud, il y en a en Guyane.
On appelle ça le porte-lanterne parce qu'on pensait que ces animaux, en fait, produisaient de la lumière. Donc, c'est un porte-lanterne, mais en fait, non. Ou alors, en Guyane, on dit mouche-cacahuète, parce qu'on a l'impression qu'il a une cacahuète au bout du nez. On ne sait pas trop, ça ferait peut-être une caisse de résonance pour les mâles. Enfin, on ne sait pas encore vraiment trop à quoi sert cet appendice sur le nez. Les batraciens, les salamandres. Donc, on est toujours dans le dictionnaire classique universel d'histoire naturelle. Les serpents, donc là vous avez ce qu'on appelle les serpents corail, hein, la Ticoda, donc, qui sont les serpents dont le venin est le plus dangereux du monde. Hein. Généralement ils ont des toutes petites bouches, ils ne peuvent pas vous mordre, mais ce sont des serpents qui ont un venin extrêmement puissant. Donc là je vous ai mis la même planche, vous voyez, version noir et blanc, version colorée. Alors c'est vrai que la couleur ça apporte quelque chose, moi j'aime beaucoup le noir et blanc aussi, mais c'est vrai que c'est autre chose. Mais bon, ça coûtait souvent le double, donc voilà. Et puis juste une petite anecdote, parce que j'ai acheté une version couleur que je n'ai pas vue, je l'ai acheté à un libraire de Nantes, donc je ne me suis pas déplacé. Et j'avais une planche que j'avais achetée à part, comme ça. Et en fait, comme c'était fait à la main, on est encore à la main, là, hein, en 1849, ça va changer très peu de temps après. Et donc, forcément, c'est des gens qui les font et avec leur faiblesse, donc si c'était le lundi matin, j'allais dire le vendredi soir, non, ils bossaient le samedi. Le samedi soir, ils étaient fatigués et des fois ça déborde, des fois il y en a trop, c'est empâté, quoi. Et donc, quand j'ai vu le livre, moi, ma planche, elle était plus belle, j'étais déçu parce que voilà, ils sont tous presque uniques, ils étaient dessinés à la main. Donc, en fait, il n'y en a pas deux pareils. Généralement, c'est bien fait, mais ça peut, voilà. Donc voilà, encore une fois, planche noir et blanc, planche couleur. Toujours des poissons, des pieuvres, des encornets, voilà. L'autruche, alors là aussi, l'influence de l'expédition d'Égypte. On la voit dans son environnement, donc avec des monuments égyptiens antiques. Hein. Donc là, c'est typiquement l'influence de l'expédition d'Égypte, voilà, parce que ça vit pas, l'autruche vit un peu partout en Afrique, donc il n'y a pas nécessairement besoin de la représenter à côté d'un monument égyptien. Les oiseaux, avec pareil, vraiment des très belles représentations, surtout en couleur, de différents types d'oiseaux. Le cochon des Indes femelles, hein, qui en fait Suscrofa, c'est la même espèce que notre sanglier. Hein. Donc voilà. La girafe, hein, un petit peu parce que j'aime beaucoup l'étymologie. Girafa, en fait, c'est un zarafa, ça vient vous connaissez la girafe sur la Canebière qui a été amenée pour Charles X, bon, donc ça vient de l'arabe. Et camélo pardalis, camélo c'est le chameau, et pardalis c'est plus dur, la panthère. Donc en fait, ça veut dire le chameau-panthère, parce que ça a vaguement un profil de chameau et c'est acheté comme une panthère. Donc voilà, pour l'étymologie, myrmekophaga, je mange des fourmis, myrmekes en grec c'est les fourmis, et phaga, je mange, donc c'est les fourmiliers. Donc tous les noms scientifiques, la plupart du temps, donnent une indication. Malheureusement, la plupart du temps, les étudiants à l'heure actuelle n'apprennent plus ça. Donc ils ingurgitent des noms scientifiques et ils n'en comprennent pas le sens, c'est dramatique. Et, alors que déjà beaucoup de choses sont dites, rien qu'à l'énoncé de ces noms scientifiques. Panthera onca, la panthère. Ça, ce sont aussi deux femmes extraordinaires. En fait, elles sont anglaises d'origine. Leur papa va aller, Alexander Walker Scott, va aller s'installer en Australie. Il est vraisemblable qu'elle n'ait pas connu, en tout cas c'est sûr qu'elles ne l'ont pas connu physiquement, Maria Sibylla Merian, mais il est même peu vraisemblable qu'elles aient connu ses ouvrages, ses livres, qui étaient très rares. Hein. Je vous ai parlé de ce livre sur les insectes du Suriname. Et donc, en fait, elles vont faire à peu près la même chose, mais dans un isolement en Australie. Il faut imaginer l'Australie à début du 19e siècle. Hein. Bon, c'est très isolé. Et elles vont représenter, comme à l'instar de Maria Sibylla Merian, les chenilles, les papillons, la plante hôte. Vous voyez, pareil, les chenilles, la plante hôte, les papillons. Et on va rajouter la touche romantique du 19e siècle avec le biotope général et voilà, le paysage en toile de fond. J'ai eu l'occasion de les voir pour la première fois à Sydney, pour les 190 ans du Muséum de Sydney. Elles étaient présentées pour la première fois. Je ne pouvais plus sortir de la salle, c'était tellement émouvant, c'est tellement beau que franchement, c'est exceptionnel. Helena et Harriet Scott. D'ailleurs, j'ai écrit un petit article dessus et elle meurt dans la misère, la pauvre, à la fin, quasiment. Hein. Elle dit que malgré son talent, voilà. Donc, toujours des suites à buffons. Donc, les suites à buffons, il y a les buffons et il y a les suites à buffons. Par exemple, les insectes n'ont pas été traités par buffons.
D'ailleurs, il méprisait un peu les gens qui s'occupaient des insectes. Et donc, eh bien, il y en a qui vont reprendre le nom de Buffon et dire les suites à Buffon pour parler d'autres insectes. Je vous ai parlé de l'illustré qui était devenu roi. Donc, la démocratisation de l'imprimé n'est pas un vain mot au XIXe siècle. Hein. Donc, on voit ces journaux, Le Monde illustré, journal hebdomadaire, ou l'Illustration, journal universel. C'est souvent des journaux qui s'achètent pas cher, hein, c'est très modeste. Et donc, du coup, qui mettent la science à la portée de tout un chacun. C'était souvent des éditions, je ne sais pas si on voit bien le prix, mais 5 centimes, 10 centimes, voilà. Mais il reste qu'il y a quand même des graveurs. Là, on voit un bombix, en fait, qui fait un cocon de soie, mais c'est une espèce sauvage. Ça, c'est au jardin d'acclimatation, le phacochère et le tapir. Donc, on voit bien que dans ces publications tout publiques, on voit aussi de l'histoire naturelle. Bon, encore un autre ouvrage, vous connaissez peut-être le boulevard Raspail, mais vous ne savez peut-être pas qui est François-Vincent Raspail. Donc c'était un grand naturaliste, il a fait beaucoup de choses d'ailleurs, et donc il va écrire l'histoire naturelle de la santé et de la maladie chez les végétaux. Et donc on retrouve ici, pour les gens qui ont assisté à ma dernière conférence, la punaise des lits, hein, un sujet d'actualité, donc à Marseille et pas que. Donc voilà, et en général, donc les insectes qui causent des maladies et qui sont nuisants. Là encore une fois, je parle un tout petit peu de médecine. J'ai présenté cette gravure de Ludovic Hirschfeld, donc traité iconographie du système nerveux chez l'homme. Donc évidemment, les représentations médicales sont aussi très importantes, hein, avec toute l'anatomie interne, l'ostéologie et ainsi de suite. Alors, au 19e, on va aussi commencer un peu à s'amuser. Bon, peut-être connaissez-vous Pierre-Jules Hetzel, c'est un grand éditeur, libraire. C'est lui qui va éditer notamment Jules Verne. Hein, tous les Jules Verne à décor cartonné, illustrés, c'est Hetzel. Ce sont des livres maintenant qui sont très recherchés par les collectionneurs. Et donc lui-même signait, écrivait avec un pseudonyme, P.J. Stahl. Et donc la vie privée et publique des animaux, c'est un peu, entre guillemets, comme le La Fontaine. C'est-à-dire on prend des insectes et puis on peut se permettre de critiquer les gens. On cite personne. Et donc voilà. Donc l'oraison funèbre d'un ver à soie, le mariage, voilà, l'acte civil, la salle des mariages. Et l'illustrateur, c'est Jean-Jacques Granville, qui est un grand illustrateur du XIXe siècle. La métamorphose des insectes, Émile Blanchard. Ce qui est intéressant, c'est un traité donc, spécifique sur la métamorphose, mais de voir un peu la vision aussi romantique du XIXe siècle. Hein. Non seulement on capture des insectes dans un petit ruisseau, mais on le fait au pied d'un chêne multiséculaire, enfin en tout cas multicentenaire, donc dans un environnement qui est tout à fait... on disait que la botanique était la science aimable, l'entomologie, vous voyez, est une science très aimable aussi. Bon, malheureusement, 75% des insectes ont disparu depuis 30 ans, et ça c'est une vraie catastrophe pour la nature et surtout pour nous, étant donné le rôle indispensable qu'ils jouent dans les écosystèmes. Donc voilà la métamorphose des insectes. Alors on voit aussi un petit peu comme Maria Sibylla Merian et puis les sœurs Scott et d'autres sans doute, hein, une espèce de vision synoptique de l'animal, c'est-à-dire qu'on voit son biotope, on voit sa larve, on voit la larve qui est en train de manger, c'est Carnassier l'éditique, hein, d'attraper une larve d'éphémère, et donc on voit l'adulte dans l'eau. Ce sont bien sûr des insectes qui volent aussi. Les insectes sont quand même fabuleux, c'est quand même les seuls animaux qui marchent, qui volent et qui nagent. Il n'y a aucun autre animal sur Terre qui fait les trois choses en même temps. Donc c'est cette espèce de vision un petit peu générale de tout le cycle en même temps, qu'on ne pourrait pas voir en même temps, mais qui est représenté. Donc on retrouve le fameux lucane cerf-volant et un autre longicorne, donc avec tout ce cycle. Bon, là aussi, un autre ouvrage extraordinaire sur Madagascar, donc Alfred et son fils, Guillaume Grandidier, Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar. Après l'expédition d'Égypte, c'est une des plus grandes monographies qui va être consacrée à un pays, notamment Madagascar. Et donc, tous les chapitres vont être traités par les différents spécialistes. Donc là, c'est Charles Alluot qui va s'occuper des insectes. Et donc, cette île qui est qui détient des records d'endémisme, hein, comme Hawaï, comme la Nouvelle-Calédonie, où la plupart des espèces donc, ne vivent que là-bas, que ce soit les plantes ou les animaux, parce qu'elles ont évolué en cercle fermé, donc il n'y a pas eu d'échange génétique pendant très longtemps, et donc l'évolution s'est faite différemment. On parlait de vulgarisation, évidemment.
l'horticulture, ça va se développer de manière très importante au XIXe siècle, hein, les grands jardins, les grandes propriétés, et donc il va y avoir des revues horticoles qui, ma foi, sont illustrées de très belles gravures, hein, et qui sont là beaucoup plus accessibles au commun des mortels. Donc dessin de Louisa Descamps-Sabouret. Ernst Haeckel, là aussi incontournable, c'est quelqu'un de non seulement un grand scientifique, mais un immense dessinateur qui en même temps a l'art de la composition, hein. Donc il va représenter des méduses, mais c'est vraiment somptueux, il n'invente rien, hein, ils sont vraiment comme ça, et puis des planches composées avec des arachnides, donc voilà, Kunstformen der Natur, les formes artistiques de la nature. Donc il va étudier aussi tous les squelettes de ces tout petits animaux qui vivent dans la mer, les radiolaires, avec, voilà, quand on regarde de près ces dessins, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. On arrive au XXe siècle. Évidemment, l'inventaire du vivant se poursuit. C'est bien évident. On continue, j'ai décrit personnellement des espèces nouvelles, on continue de décrire des espèces nouvelles, particulièrement chez les insectes. Par contre, dans l'iconographie, eh bien, la photographie va arriver et va devenir un peu incontournable. D'abord, c'est plus facile que dessiner, bien sûr, mais voilà. Pour autant, le dessin naturaliste ne va jamais disparaître. D'abord parce qu'il est souvent plus précis, hein, on peut voir des choses plus fines, et ça permet des fois d'avoir une vision justement plus globale. Une photo, bon, vous prenez une chose, vous ne pouvez pas avoir une vision synoptique comme avec un dessin avec toutes les phases, là c'est évident. Bon. Alors, ce qui est un peu moins vrai, j'ai mis une photo de mon collègue de l'IRD, Olivier Danck, c'est un membracidé, donc une sorte de... C'est proche, ça fait partie des homoptères, disons proches des cigales, des pucerons, enfin c'est ce groupe-là, cet ordre-là d'insectes. Et évidemment, la valeur esthétique va toujours jouer pour le dessin, parce que même si la rigueur scientifique n'empêche pas la valeur esthétique, on l'a vu avec Ernst Haeckel. Et ce qui est un petit peu différent, ce qui a évolué, mais tout récemment, donc là on est plutôt au XXIe siècle, et je ne le traiterai pas, c'est la photo numérique. C'est évident que maintenant, on arrive à faire, j'ai un collègue qui est très fort là-dedans, on arrive, lui, il prend 100 clichés, du premier point de netteté jusqu'au dernier point de netteté, et il y a des logiciels qui permettent d'amalgamer tous ces plans de netteté, hein. Bon, je ne vais pas citer de nom de logiciel, il y en a plusieurs de façon, et donc vous arrivez à avoir une qualité de détail qui était impossible. En fait, la macrophotographie, la loi physique qui ne permettait pas, c'était que plus vous grandissiez un sujet, et moins la profondeur de champ était importante. Donc en fait, quand vous aviez des grossissements très forts, souvent vous n'aviez même pas 1 millimètre de profondeur de champ. Donc en fait, on ne voyait pas grand-chose. Maintenant, avec le numérique, on arrive à faire des photos avec 100 clichés, avec tous les plans de netteté. C'est extraordinaire. Bon, évidemment, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, le dessin gardait toute sa valeur. Donc, toujours des inventaires, bien sûr, on va comprendre, on va continuer la faune entomologique de l'Afrique tropicale, encore des longicornes, bien sûr, ma spécialité. Ça, ce sont des insectes, toujours la famille des carabidés, mais une sous-famille qu'on appelle les paucinés, qui sont myrmécophiles. Eux, ils vivent en symbiose avec les fourmis. Ils ont une biologie très particulière. Les fourmis les tolèrent parce qu'ils émettent des choses qui leur plaisent. Et donc, voilà. Une autre famille, les buprestidés, xylophages. Donc voilà, toujours des inventaires. La vulgarisation aussi, ça ce sont les planches du Grand Larousse. Peut-être vous avez connu ces Grands Larousses, enfin connu en tout cas, vu ces Grands Larousses du début du XXe siècle, qui avaient des très belles planches colorées. Donc là, on commence déjà vraiment... les gens, dès qu'ils avaient un peu de sous, on achetait un grand dictionnaire. Ça faisait partie de la culture. Et donc on achetait. Et il y avait des très belles planches colorées comme ça. Voilà. Et les graveurs vont aussi travailler pour des scientifiques qui vont se créer des ex-libris. L'ex-libris, c'est ce qu'on laisse dans un livre pour dire que c'est le sien. Et donc, avec même des fois des gravures un peu osées, donc d'Albert Collard, donc avec ce longicorne d'Amérique du Sud, Acrocinus longimanus, qu'on reconnaît très bien, et d'autres. Ça, c'est une mouche qui a les yeux au bout d'un pédoncule très particulier, les diopsidés, ou bien l'Afrique, les insectes, le filet à papillons de Charles Alluot. Donc on essaie de mettre les choses qui nous tiennent à cœur, et le graveur fait une composition pour faire les vignettes d'Ex-Libris. Bon, tout ça, ce sont la continuation de la description des insectes. On voit bien tous les détails de la nervation alaire qui permettent de différencier les espèces entre elles. Donc le dessin continue à avoir une place très importante, bien sûr,
les descriptions. Là, on voit les perce-oreilles de Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté, donc en 1914. Hein, vous voyez les différences souvent de ponctuation ou de soie, des fois ça se joue à très peu de choses. Il y a des espèces proches, mais donc qui sont quand même différentes, mais les différences sont très ténues et très faibles. Les insectes, les coléoptères de Nouvelle-Calédonie, donc 1916, Karl Maria Eller. Donc j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que je me suis intéressé à la faune de cette île, où l'endémisme est record, hein, comme je vous l'ai dit, au même titre que Madagascar, Hawaï et d'autres îles. Les campagnes aussi, hein, on n'a pas arrêté de faire des campagnes océanographiques. Hein, de la 900, donc Saïgon, 1932, avec des poissons représentés donc, sur cette image. Et puis, il y a aussi l'influence que pourra avoir le dessin, de par sa valeur esthétique, sur les arts décoratifs. Donc, Émile Alain-Ségui, en fait, va dire dans l'introduction de son petit livre, qui est très rare, hein, mais on s'est beaucoup inspiré de la nature depuis très longtemps pour créer des tissus, pour créer des papiers peints, pour créer plein de choses, mais très peu des insectes. Et donc il dit, mais pourtant c'est un monde tellement infini de par la variété des formes et des couleurs que c'est inépuisable, quoi. Et donc il va se servir des insectes pour créer des représentations qui pourront servir les arts décoratifs, hein. Donc un petit peu, on reconnaît les insectes, hein. Là c'est la rosalie alpine, un longicorne de France qui est très joli, mais un petit peu stylisé quand même. Voilà, bon, toujours pareil, des guides, des coléoptères, des longicornes, voilà, des guides pour décrire toutes les espèces qui habitent dans un pays. Ça, c'est les guides de la Chaux-et-Niestlé avec Léopold et Paul-André Robert et Jacques Aubert. Donc des illustrations, là on est dans les années 60 à peu près, 1960, avec donc des peintures très fines, hein, pour représenter le bourdon. Ça c'est une abeille sauvage à droite. Ce n'est pas une guêpe, c'est une abeille sauvage, même si elle est noire et jaune. D'autres, ça ce sont des coléoptères. Alors les staphylinidae, ils ont une particularité, ils ont les élytres très courts qui laissent l'abdomen découvert, ce qui est généralement jamais le cas chez les coléoptères. Voilà. Mais donc ceux-là sont carnassiers. Là vous avez un charançon, ce qu'on appelle les curculios, le charançon des glands, hein, qui font les trous dans les noisettes ou dans les glands, donc parce qu'ils ont un très long rostre comme ça. La femelle va creuser puis va pondre. Les minéraux, j'en ai pas beaucoup parlé, mais bien sûr aussi le monde minéral, hein. Donc là on est en 67, mon année de naissance, donc l'améthyste, le soufre, avec des très belles représentations donc dans ces documents d'histoire naturelle, des champignons aussi, très belles représentations de différents types de champignons d'Europe. Ça, ce sont des dessins originaux qui ont servi pour des publications, donc le docteur Jacques d'Aguilar et René Préchac, qui était un grand dessinateur, voici sa signature. Et donc, par exemple, ça c'est la mouche des cerises. Hein. Donc, il était agronome, donc il a fait des traités. Ça, c'est je pense, la cécidomie du poirier, donc un insecte qui va pondre dans les jeunes poires. Donc, et ça va servir à illustrer. Le docteur Jean Balazuc, ça c'est encore une particularité. La tératologie, c'est la science des monstres. En fait, dans la nature, il y a des animaux, ou en tout cas des êtres qui sortent difformes. Généralement, c'est létal, donc ils meurent, ils ne vivent pas, mais certains caractères ne sont pas létaux, donc ça ne les empêche pas de vivre. Et lui, il a étudié, vous voyez, il y a des insectes qui ont des excroissances, ou bien une patte en plus, ou vraiment des curiosités qui va représenter très finement. Il était scientifique et aussi illustrateur, et donc c'est vraiment, le dessin en noir et blanc garde encore toute sa valeur, on le voit bien à ce niveau-là. Donc je vous ai parlé de Jacques d'Aguilar, et notamment il a collaboré, vous voyez ça c'était des fiches donc, de l'association de coordination technique agricole, donc qui étaient destinées donc, au monde agricole pour décrire un petit peu les insectes, leurs dégâts, la chenille, la plante, et au verso tout est expliqué. Donc une application très pratique, hein, de la représentation naturaliste avec les oiseaux plus ou moins parasites, enfin, qui causent des dégâts aux cultures, les colombidés, les corvidés, et ainsi de suite. Bon, ça, ce sont des dessins qui ont servi aussi à une publication. Donc on représente les différentes parties anatomiques. Ce sont les originaux qui ont servi à la publication. Là, on voit par Quentin et Villiers, donc on voit l'épreuve qui a servi après au rédacteur en chef. René-Michel Quentin aussi qui faisait des cours et donc qui représentait, ça c'est une mouche tsetse en train de prendre un repas de sang.
J'ai travaillé en début de carrière sur la mouche tsetse, et donc avec toute l'anatomie interne donc, de ces mouches. Et là, on voit bien qu'un dessin, une photo ne pourrait pas rendre une chose pareille. Beaucoup plus près de nous, donc, les insectes de Bernard Durin, je les ai mis sur les posters. Donc, là aussi, une représentation extraordinaire. Alors, je crois qu'il avait des pinceaux avec 2-3 poils, quoi. Quand on voit la qualité enfin, hyper réaliste de leur représentation, c'est des œuvres d'art. Hein. C'est vraiment... Là, vous avez un scarabée girafe, notamment, il y en a pas mal à Madagascar. Hein. C'est très curieux. Ils ont un cou très long et une tête très allongée, comme ça. Ce sont des coléoptères très particuliers, ne sont pas très gros. Il y a un ouvrage qui est sorti en 1996, donc toujours de Jacques d'Aguilar, Rémi Coutin, Alain Fraval, donc sur les illustrations entomologiques, qui recense un petit peu au cours des siècles les illustrations entomologiques. Ça, c'est un dessin de mon collègue et ami du CIRAD, Henri-Pierre Aberlinck. Là aussi, vous voyez, la finesse, c'est pareil, c'est une petite guêpe parasitoïde. Hein. Je n'ai pas la taille réelle, mais enfin, c'est vraiment petit. Et avec la qualité du dessin, toutes les petites soies, tous les détails sont là. C'est bon, un travail colossal, hein, ça prend des heures et des heures. C'était fait sur carte à gratter. En fait, on grattait le blanc pour faire découvrir le noir. Et donc, c'était une technique, voilà, on ne dessinait pas, en fait, c'est en grattant qu'on dessinait, en faisant apparaître le noir qui était caché sous une couche de blanc, ce qui permettait notamment de faire les soies, puisque si vous grattiez moins, on pouvait faire des choses qui se terminaient en pointe, alors qu'avec un crayon, même s'il est fin, ça fera toujours un trait continu. Bon, vous pouvez un peu lever la pression, mais ça ne fera pas la même chose. Donc ça donnait des résultats extraordinaires. Encore d'autres mouches dessinées par Henri-Pierre Aberlinck. Bon, je n'ai pas résisté à vous mettre quelques-uns de mes dessins quand même. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est les membracidés. Vous avez vu une photo de membracidés d'Olivier d'Angle. Ce sont vraiment des insectes très particuliers qui ont des expansions sur le thorax, comme ça. Là aussi, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ça, c'est un combat entre un soldat termite et un soldat fourmi et un lucane. Voilà. Et puis ça, ce sont les aquarelles qui ont servi notamment pour ces cartes et dont je vous ai parlé au début. Hein, donc là, c'est typiquement, on est fin 20e, des aquarelles naturalistes. Donc on continue il y a des artistes qui continuent à produire en effet des illustrations naturalistes de très belle qualité. Vous voyez par exemple l'aneth avec les graines, l'inflorescence, donc ce qu'on appelait les ombellifères avant, qui sont donc des apiacées, la coriandre. Donc des très belles planches. Là, ce sont des arbres, le marronnier et le pin sylvestre. Les oiseaux aussi, la mésange huppée, le gobe mouche-nain, ceux-là sont dans l'exposition. Et puis, ça, c'est lors d'une exposition donc de ce monsieur, Jean-Louis Verdier, j'avais trouvé ça très intéressant, où il représentait en même temps un peu la flore du pays, la faune et l'ethnologie. Donc là aussi, une vision un peu synoptique, mais différente d'un pays avec sa flore, sa faune. Et là, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en l'occurrence. Donc voilà. Et puis, pour conclure, donc une jeune artiste que j'ai côtoyée, qui aimerait bien faire un petit ouvrage avec ses illustrations, et moi qui ferai le texte. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu encore en stand-by. Donc Kinga Beige, qui a dessiné donc, ces insectes-là tout récemment, et qui m'a permis gentiment de les mettre dans ma conférence. Et je vous remercie de votre attention.